Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Ludovic Hurault, le président et fondateur de Shaper. Salut Ludovic. Salut Mathieu. Ludovic, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, alors je m'appelle Ludovic Hurault, je suis entrepreneur, je suis passionné par l'entrepreneuriat depuis des années et à côté de ça, j'adore le sport et le développement personnel. D'accord, ça fait beaucoup de choses. Tu as fondé, c'est pas mal. Tu as fondé plusieurs entreprises. Alors on te connaît notamment pour Attractive World et plus récemment pour Shaper. Ça vient d'où tout ça ? T'as commencé comment ? C'est tes parents qui sont là-dedans, c'est toi qui t'es mis tout seul. Alors moi j'étais pas du tout destiné à être entrepreneur. J'avais une maman qui était fonctionnaire, qui travaillait au CNRS, et un papa qui était juriste à la SACEM et qui était syndicaliste. En effet. Donc j'étais assez loin de l'entrepreneuriat. Ils t'ont rejeté ? Non, pas du tout. Mais tu vois, c'est marrant parce que ma mère m'a dit que quand j'avais 5 ans, je calculais déjà le chiffre d'affaires de la boulangerie. Je lui disais mais attends, mais pourquoi ils mettent pas les bonbons en avant ? Ils pourraient faire un peu plus de marge, etc. Donc visiblement j'avais ça dans le sang. Je sais pas pourquoi. Au début je voulais bosser dans le sport. D'accord. D'ailleurs, j'avais aussi dit à ma mère, j'ai dit plein de choses à ma mère quand j'étais petit. Je lui ai dit que j'aurais raté ma vie si je faisais pas les Jeux Olympiques, tu vois. Donc bon, j'ai un peu raté ma vie. C'est pas fini. Tu peux faire du curling à 45 ans. Exactement. Et donc au début, je voulais bosser dans le sport ou faire du sport. Donc j'étais passionné par le foot, par le tennis. J'ai même fait beaucoup de tennis de table. On m'a proposé un sport-études quand j'avais 14 ans que ma mère a refusé. Elle m'a dit mais c'est hors de question que tu fasses un sport d'études de ping-pong. Juste rien à faire dans le ping-pong. Et bah ça m'a beaucoup énervé sur le moment quand j'avais 14 ans. Maintenant, je me dis que c'était plutôt une bonne décision. Sport-études de ping-pong, c'est vrai que c'est... Oui. Et si tu veux, voilà, je suis arrivé au lycée avec une maman qui m'a poussé dans le bac scientifique, qui était pas du tout fait pour moi, et je m'y suis pas retrouvé. Donc, j'ai fait ma première S, ma terminale, et en terminale, j'ai arrêté d'aller en cours. Donc, j'avais un de mes cousins qui m'a dit, écoute Ludo, j'ai un bon plan, on va pouvoir draguer des filles au bain-douche. J'ai rencontré quelqu'un qui cherche des RP et je nous ai décoté de job au bain-douche, et donc je partais. Alors les bains-douches étant, beaucoup de gens connaissent, qui écoutent ça, mais une des grosses boîtes de Paris, notamment une très grosse boîte à l'époque. À l'époque, c'était très à la mode, ouais. Et moi j'avais 17 ans, et donc ça me faisait vachement rêver. Je commençais à m'intéresser aux filles, et je me disais c'est vrai que c'est la meilleure façon pour draguer, d'aller dans cette boîte branchée et de leur distribuer des cartes pour revenir gratuitement la semaine d'après. Et donc pendant un an, 2 fois par semaine, j'attendais que ma mère aille se coucher, et je prenais le dernier métro pour aller rue du Bourg-l'Abbé au bain-douche. Étienne Marcel. Et j'attendais le premier métro pour revenir, et ma mère ne l'a jamais su. Voilà. Et il se trouve qu'il y a eu un livre qui a été écrit notamment sur l'aventure Attractive World, et c'est au moment du livre qu'elle a découvert que je découchais pendant une année qui était quand même l'année de mon bac. Donc voilà comment ça a commencé. Et tu gagnais de l'argent ? Non, c'était marginal. C'était plus le fait, voilà, d'être sorti d'endroit où j'avais l'impression d'être dans un nouveau monde. Moi qui me sentais pas du tout bien comme jeune adulte. J'avais pas forcément confiance en moi. Comme je t'ai dit, je détestais le lycée qui était beaucoup trop théorique. Et donc voilà, j'avais l'impression de revivre un petit peu pendant cette année au bain-douche. T'avais au moins les verres gratos, quoi. Ouais, j'avais l'air gratos, et je gagnais quelques euros à chaque fois que les gens à qui je donnais des tickets revenaient la semaine d'après. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait ça. Il se trouve que j'ai un pote qui s'appelle Mohamed, qui est venu me voir 2 semaines avant le bac, ou 3 semaines peut-être, et qui me dit écoute Ludovic, on va tous leur prouver qu'on est capable d'avoir notre bac. Donc on a bachoté comme des dingues 3 semaines avant, et on a réussi à avoir notre bac. J'ai quasiment eu la mention assez bien. D'accord. Bon, bravo. Comme quoi, 3 semaines suffisaient. Après, je me rappelais plus de rien 1 semaine après, mais au moins ça a marché pour le bac. C'est un grand classique d'être poussé en France sur les voies scientifiques finalement. Après, c'est vrai que ça peut servir parce que c'est un accès pour un certain nombre d'écoles et de prépa, un passage potentiellement obligatoire plus que du littéraire et de l'économique et social.
Ouais, mais bon, après, je veux dire, je pense qu'il faut laisser les enfants ou les adolescents faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et qu'il n'y a pas de voie royale. Je veux dire, il faut faire ce qu'on aime faire parce que c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes que t'es le meilleur. Et moi, j'aimais pas du tout ça et je m'y suis pas retrouvé. Globalement, je trouve que l'école, c'est hyper théorique, que ça valorise pas du tout l'intelligence émotionnelle, les qualités humaines, les qualités de leadership qui font justement que dans la vie professionnelle, on peut plus ou moins réussir. Et donc voilà, je me suis senti hyper frustré. Maintenant, j'en veux pas à ma mère pour ça. D'accord. Et donc du coup derrière école de commerce. Et du coup, effectivement, je fais un concours pour une école après bac. Voilà, parce que c'était bien entendu hors de question que je fasse des prépas. Et donc je fais un concours pour une école qui s'appelle l'IPAG que je connais bien. Ouais, tout à fait. Et je réussis ce concours et là ça me change la vie. Voilà, parce que je me retrouve déjà avec des gens avec lesquels je m'entendais bien et surtout à faire des choses plus concrètes. Voilà, on apprenait du marketing, on apprenait de la finance, on apprenait un peu le monde du business. Et là ça a commencé vraiment à me plaire. Les 2 premières années, bon tu connais, c'est assez cool. Hein. Il y a beaucoup la fête. Ouais. Et on apprend finalement juste un tout petit peu. Avec quand même je pense des vraies écoles de vie. Enfin, il y a quand même des choses, des découvertes importantes, que ce soit importantes et fondamentales pour des vies d'entrepreneurs plus tard, du droit ou de la compta. Ça t'apprend les bases. Ça t'apprend les bases et ça sert beaucoup. Moi, ce que j'ai trouvé génial à l'IPAC, c'est surtout les stages. Voilà, c'est que chaque année, tu fais des stages. Moi, j'ai commencé mon premier stage, c'était dans une start-up et c'était en 2001-2002. Hein, donc finalement, c'était vraiment le tout début d'Internet. Après, j'ai travaillé chez Sony. Et après, il y a le fameux stage de 3e année où tu dois partir à l'étranger pendant 6 mois. Et donc là, j'avais absolument envie de bosser dans le monde du sport. Et je m'étais dit que j'allais essayer de travailler chez IMG McCormack, qui est le numéro 1 du marketing sportif. Ouais. Et je me suis retrouvé à Roland-Garros. J'avais trouvé un petit passage pour aller voir directement les joueurs. Et je leur ai filé mon CV en leur disant, voilà, je veux être agent de joueur de tennis. Est-ce que vous pouvez pas me trouver un stage chez vous ou chez votre agent? Et ça n'a pas marché. Mais malgré tout, j'ai réussi à trouver un stage chez IMG McCormack à Londres. D'accord. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et là, ça a été une énorme déception. Voilà, parce que je me suis rendu compte que c'était un milieu hyper fermé. Premier jour, mon maître de stage vient me voir et me dit, écoute Ludovic, tu vas me faire tant de cartons de photocopie. Moi, je lui dis, écoute, je suis pas venu pour ça. Pour moi, c'est un énorme investissement. En plus, j'ai absolument envie de voir comment ça se passe de travailler dans le monde du sport. Et depuis ce jour-là, il m'a quasiment plus parlé. Donc, c'est comme ça que mon stage à Londres a démarré. Et là, je me suis dit, bon, ok, le monde du sport, c'est pas pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au monde de la finance et notamment au monde du private equity. D'accord. Mais c'est vrai que ces stages, c'est quelque chose de très formateur. Et à la fois là-dessus, tu finalement t'es tombé sur un maître de stage qui était peut-être juste un gros con. Et peut-être que l'univers du sport vaut mieux que ça, ou tu crois que... Je pense que c'est un milieu assez difficile, malgré tout. Maintenant, oui, je suis pas tombé sur un mec sympa. Je pense que il voyait les stagiaires plutôt, voilà, comme des esclaves entre guillemets qu'autre chose. Et moi, ça correspondait pas à ma philosophie. Donc c'est vrai que ça s'est mal passé. Est-ce que je serais tombé sur quelqu'un d'autre? Peut-être que j'aurais continué dans le milieu du sport. Je sais pas, mais ce qui est délicat, en revanche, je pense, c'est que comme dans certains milieux, le sport, le cinéma, la musique, il y a très 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 peu de place. Il y a beaucoup de gens qui veulent bosser là-dedans. Et du coup, finalement, tu te retrouves avec une défaveur sur l'offre et la demande, où en fait il y a tellement de demandes que t'es payé une misère pour faire des boulots où t'as pas mal de choses à faire, et où en effet c'est difficile de faire son trou. Enfin, en tout cas, je vois pas mal de gens dans ces univers qui ont du mal à percer, quoi, du coup, derrière. Ouais, bah c'est sûr que c'est des milieux hyper exclusifs et pas en pleine croissance en plus. Et dans lequel effectivement le business est compliqué. Donc je pense que c'était une bonne décision de sortir de ce milieu-là et de démarrer dans le monde de la finance et notamment des fonds d'investissement. D'accord. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment appris énormément. J'ai rencontré plein de monde et je pense que ça m'a énormément aidé à créer Attractive World, ma première startup. Et c'est là-dedans que tu as commencé, donc. Donc c'est là-dedans que j'ai commencé. Donc pareil, un jour j'ai un pote qui me parle des fonds de LBO. Donc je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est leverage buyout. Exactement. Ouais, pour que les employés rachètent
entreprises. Ouais, généralement, c'est les employés ou les managers qui peuvent racheter leur entreprise à côté de fonds d'investissement. Et le principe, c'est un peu comme quand tu achètes un appartement, tu vas mettre de la dette pour acheter la boîte. Et généralement, c'est des très belles boîtes, très rentables, qui distribuent des dividendes. Et donc, tu vas utiliser les dividendes pour rembourser la dette chaque année. Et au bout de 5 ans, en ayant mis 50% du prix, bah, tu te retrouves actionnaire à 100% puisque tu as remboursé 100% de la dette bancaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des milieux aussi assez fermés, hein, parce que finalement, les équipes dans les fonds de LBO, c'est souvent des équipes entre 5 et 10 personnes. Ouais. Et là aussi, on m'a dit, écoute, Ludovic, si t'as pas fait une grande école, ça va être compliqué de rentrer dans le private equity. Et donc, j'ai essayé de prendre des chemins détournés. D'accord. Déjà, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Vernimen, qui est un peu la Bible dans la finance. Et je me suis mis à écrire... Le Vernimen, ouais. Le Vernimen, c'est une énorme Bible de 1200 pages. Généralement, tu la lis pas. Tu sais, généralement, t'as un problème et tu vas checker quelle est la formule de valorisation. Et moi, je l'ai lu comme un roman. Comme le Stratégore, quoi. Exactement. Exactement. Je l'ai lu comme un roman et j'ai commencé à écrire à l'auteur qui s'appelle Pascal Kéry, qui était le patron du M&A de la BNP Paribas et prof à HEC. Et à un moment, il me dit, écoute, Ludovic, dès que tu rentres de Londres, je t'invite à déjeuner, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Et donc là, on se rend compte, ça se passe hyper bien. Il me propose de faire un stage à la BNP Paribas, et je fais les tests. Les tests se passent bien également, sauf que je discute avec les ressources humaines et qui me disent, bah voilà, quand t'as fait HEC, tu gagnes 1000 ou 1200 euros par mois. Quand t'as fait l'IPAC, tu vas gagner 300 euros. Et je leur dis, mais mes tests étaient beaucoup moins bons que ceux d'HEC. Et il me dit, non, ça n'a rien à voir, mais c'est des questions de grille de salaire. Et là, je me dis, voilà, c'est pas fait pour moi. Il va falloir que je trouve peut-être une banque ou un fonds d'investissement plus petit. Et je tombe sur quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Sylvie Camboulive et qui était la directrice des financements LBO de la banque San Paolo, qui est devenue la banque Palatine. D'accord. Et c'était un petit département. Ils étaient seulement 3. Ils cherchaient un stagiaire. C'était hyper familial. Et je fais 6 mois de stage. Et pour la première fois de ma vie professionnelle, là, je me sens vraiment épanoui. J'ai des gens qui sont hyper bienveillants, qui me font une confiance incroyable. Ça se passe extrêmement bien. Et à la fin de mon stage, on était en 2004, il me propose un CDI. Et là, je dis à Sylvie, écoute, ne m'en veux pas. Je sais que c'est incroyable à mon âge d'avoir un CDI directement en sortie d'école, mais je vais le refuser parce que j'ai pas le tempérament d'un prêteur. J'ai envie d'être de l'autre côté, j'ai envie d'être du côté des investisseurs, et c'était mon objectif à la base. Donc, est-ce que tu pourrais pas me présenter les fonds avec lesquels on bosse pour me trouver un autre stage et que je puisse vraiment mettre un pied dedans? Et donc là, elle me présente un fonds qui s'appelle Perfectis Private Equity. Je fais un stage d'1 an chez eux, j'apprends énormément, ça se passe très bien. Puis il me propose un CDD que j'accepte. Puis il me propose un CDI. Et au moment du CDI, j'ai une autre offre, toujours grâce à Sylvie Camboulive, qui me présente d'autres patrons de fonds d'investissement et notamment il me présente les associés gérants d'un fonds qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires, qui gère aujourd'hui plus de 400 millions d'euros et qui ont une stratégie de build-up, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans 15 ou 20 secteurs d'activité, ils investissent dans 5 ou 6 secteurs d'activité et aux côtés du dirigeant, ils font de la croissance externe pour créer des groupes qui ont des valeurs stratégiques plus importantes. D'accord. Et j'ai adoré la stratégie, je trouvais qu'on était encore plus proche des dirigeants. Et donc j'accepte le job. Et là, je me retrouve à 22 ans avec des associés gérants qui me payent hyper bien, qui me donnent des parts dans le fonds, qui me donnent ce qui s'appelle du carry d'interest. D'accord, oui. Qui me mettent au conseil d'administration de grosses PME de plusieurs centaines de personnes. Le carry d'interest, en 2 mots, c'est, tu me dis si j'explique bien, mais sur la plus-value réalisée sur les investissements, vous prenez une tranche généralement de l'ordre de 20%, ouais. Exactement. Donc si un fonds investit 100 millions qui revend 100 millions de plus, et ben il y aura 20 millions pour le fonds. Ça, voilà, exactement. Tu fais pas 100%. Avec juste une petite condition, c'est qu'il doit faire un rendement minimum pour toucher les 20%, mais sinon c'est ça. Donc ça peut faire des grosses sommes, hein, parce qu'effectivement en faisant x2 sur un fonds, il y a 20 millions d'euros qui sont à partager par l'équipe de gestion, qui est souvent une équipe de 5 ou 6 personnes. Donc c'est vrai que t'as tendance à vouloir rester, c'est extrêmement difficile de quitter ces jobs-là parce que généralement on te dit qu'il faut rester au moins 3 ans ou 4 ans pour commencer à toucher les premiers carrés d'interest, et plus tu restes, plus tu as des perspectives de gains très fortes. Et donc même si c'est des métiers qui sont passionnants, dans lesquels tu vois plein d'entrepreneurs, tu découvres les stratégies de plein de boîtes, plein de secteurs d'activité, tu peux avoir tendance à ne pas avoir la force de l'équité parce que tu es un peu tenu par le carry d'interest. Ouais, bien sûr. Et donc moi en fait je fais ça pendant 2 ans.
ça se passe extrêmement bien. Je m'occupe avec quelqu'un qui s'appelle Franck Boulan, qui est un des directeurs associés, qui est devenu un ami depuis, de plusieurs projets, notamment un projet dans la restauration collective, où on se met à acheter plein de business de cuisine centrale un peu partout en France. Et les choses se passent bien, sauf que chaque mois, j'avais une nouvelle idée pour monter ma boîte. Et je faisais mon petit business plan dans mon coin. Et au moment où je me dis, bon, bah maintenant, ça y est, il faut se lancer, j'avais pas le courage de le faire. À la fois parce que voilà, ma famille, ma mère était hyper rassurée par mon job, elle était aussi hyper fière, j'avais pas envie de la décevoir, j'avais pas envie de décevoir les associés gérants qui m'avaient fait confiance à 22 ans, qui m'avaient formé, qui m'avaient donné des parts dans le fond, etc. Et il y avait aussi la peur de se jeter dans le vide. Oui, c'est l'histoire de l'entrepreneur, je veux dire. C'est l'histoire de l'entrepreneur, tu vois, d'abandonner un salaire, d'abandonner le carry d'interest, etc. Je me disais toujours, bon, attends, je vais quand même attendre un an. En plus, le premier fonds d'industrie et finance marchait extrêmement bien. Et on a que des bonnes excuses pour pas se lancer. Et j'étais quasiment sûr de toucher pas mal d'argent dans les années qui allaient suivre. Et à un moment, j'en parle à deux potes à moi. J'ai une idée dans les sites de rencontres. Et justement, c'est l'idée d'Attractive World. Je me dis, voilà, j'avais vu l'introduction en bourse de Mythic. Mythic, à l'époque, était déjà coté en bourse. Il faisait plus de 100 millions de chiffre d'affaires et plus de 20% de marge de bénéfices. Et je me disais, mais c'est pas possible. Les célibataires ont des attentes tellement différentes, des styles de vie tellement différents. Tout le monde ne peut pas se retrouver sur le même site. Donc le marché va se segmenter. Il y aura probablement une place à prendre sur le marché haut de gamme. Et c'est là que j'ai l'idée d'Attractive World. Et j'en parle à mes deux meilleurs potes, donc Rodolphe et Nicolas. Voilà, pour l'anecdote, Nicolas, je l'ai rencontré au bain-douche. D'accord. Il se trouve qu'on sortait avec deux jumelles. Et qu'on s'est séparés des jumelles, mais finalement on est devenus super potes. Lui à l'époque il était comédien, il a décidé de tout quitter pour devenir agent immobilier, et ça s'est tellement bien passé qu'il a rencontré une autre personne qui s'appelle Rodolphe Ferreira, qui était aussi agent immobilier. Ils ont monté leur boîte en 2004. Donc eux étaient déjà entrepreneurs quand je leur parle de l'idée d'Attractive World. D'accord. Et ils me disent, écoute Ludovic, tu nous emmerdes avec tes business plans, tu nous emmerdes avec tes idées. Soit tu as le courage de le faire et on est prêt à te soutenir et on veut même mettre de l'argent dans ton premier projet, soit reste dans ton fonds d'investissement, tu gagneras probablement très très bien ta vie. Mais arrête de nous en parler. Tu seras jamais épanoui comme tu pourrais l'être. Et ils m'ont lavé le cerveau. Ça a duré 6 mois. Hein. Voilà, j'avais pas le courage de le faire. J'ai dit non, mais il faut que j'attende un peu, etc. Donc on réfléchissait à Attractive World, on en parlait. Il me disait mais attends, il y a un marché, c'est certain, ça va cartonner, etc. Il m'avait même envoyé une chanson de Grand Corps Malade, je me souviens encore, qui s'appelle Ça peut chez Mar, qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là. Et finalement, je prends la décision de tout quitter pour lancer Attractive World. Voilà. Et donc là, on était en 2007, j'avais 24 ans. Et donc l'idée de base d'Attractive World, c'est un Mythic un peu décalé. Voilà, l'idée de base, c'était que à l'époque, malgré Mythic, les rencontres amoureuses, les sites de rencontres étaient hyper tabous. Et on avait besoin de rassurer les femmes. C'est hyper compliqué d'attirer les femmes sur les sites de rencontres. Et donc on s'est dit, si on crée une plateforme dans laquelle les gens ont besoin d'être cooptés, d'être acceptés pour pouvoir rentrer, ça va rassurer les femmes. On va faire venir les femmes, et à partir du moment où tu fais venir les femmes, t'arrives à faire venir les hommes. Voilà. Sachant que on est bien d'accord que à peu près, alors tu vas me dire excepté Attractive World probablement, hein, mais à peu près 100% des sites de rencontres ont fait des faux profils de femmes, pour faire venir les hommes. Donc, je sais pas si tu connais mais c'est une démarche assez. Ouais. Honnêtement, je pense pas que ça soit 100%. Je pense qu'effectivement, à l'époque, il y avait plein de sites qui faisaient n'importe quoi. Maintenant, je suis pas sûr que Mythic l'ait fait, par exemple. D'accord. Voilà. Je pense qu'il y avait. Moi, je pensais que c'était une pratique limite. Enfin, je dis pas que c'est normal. Je pense que c'est bon. Faire des faux profils, c'est moche et c'est dégueu. Mais à un moment, pour enclencher une machine, de temps en temps, il y a, enfin, tu vois, Uber. Et je croyais que dans la pratique, dans les sites de rencontres, était forcément de passer par là, parce que de toute façon, au début, il y a pas de femmes, il y a que des hommes qui arrivent sur les sites, et que du coup, tu dois. J'étais pas chez Mythic. Voilà. Ouais. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils font un business hyper clean. Moi, je peux dire la façon dont on l'a fait. Ouais. Et c'est marrant parce que, étant donné que je ne connaissais rien Internet, et que Nicolas et Rodolphe ne connaissaient rien non plus, en fait, on a eu une méthode pour attirer des femmes qui étaient peut-être plus malines que la plupart des sites de rencontres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté dans la vraie vie. On a recruté 70 ambassadeurs. D'accord. Les gens à qui on distribuait des cartes. Voilà, un peu, c'était mon expérience au bain-douche. Ouais. Et à qui on disait, voilà, vous allez vous balader dans la rue, dans les soirées dans Paris, dans les cocktails, etc. Et vous allez sélectionner
nos 1000 membres fondateurs. Et les 1000 membres fondateurs d'Attractive World, ces gens-là, on leur donnera la gratuité à vie. Et donc, pendant un mois, on était en septembre 2007, tu vois, donc ça date un peu. On a 70 personnes qui se baladaient, qui distribuaient des cartes et qui disaient, bah voilà, le site Attractive World se lance. Pendant un mois, vous pouvez faire acte de candidature et l'équipe dirigeante va sélectionner ces 1000 membres fondateurs. Et ça a cartonné. En un mois, on a eu plus de 5000 inscriptions, donc 60% de femmes, déjà à l'époque. D'accord. Et sur les 5000 personnes, on en a sélectionné 1000 et on a ouvert le site avec ces 1000 personnes. Donc on avait déjà des femmes. D'accord. Et les gens se sentaient valorisés, ils étaient hyper fiers d'avoir été sélectionnés, il y avait surtout des femmes, j'imagine quand même. À l'époque, on avait fait attention, ouais, je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était quasiment 2/3 de femmes pour démarrer. D'accord. Et donc il y a eu beaucoup de buzz parce que bah effectivement nous on connaissait rien à Google, à la pub sur Google, etc. Et donc bah le fait qu'on les lançait différemment, il y a plein de blogueurs qui ont commencé à s'intéresser à nous. Il y a eu pas mal de bouche à oreille et c'est comme ça que la plateforme a démarré. Et du coup tu te lances à l'époque donc avec Rodolphe et Nicolas. Qui étaient tous les deux dans l'immobilier, qui n'étaient pas opérationnels. Alors Rodolphe au début était souvent au bureau parce que j'avais pas envie d'être seul et que effectivement il m'apportait beaucoup de soutien et beaucoup d'idées également. Et on avait aussi fait venir les deux femmes qui sont devenues deux ex-femmes de Rodolphe et Nicolas, qui se sont occupées de toute la stratégie de lancement et notamment c'est elles qui ont recruté tous les ambassadeurs. Mais quand vous êtes trois à pas connaître la tech, on est en quelle année là ? On est en 2007. 2007. Vous connaissez rien à la tech. Vous faites quoi ? Vous avez de l'argent, vous prenez un directeur technique, vous prenez une agence, En fait, on fait des conneries, tout simplement. Ouais. Donc effectivement, on connaissait rien à la tech. J'imagine que vous n'avez pas des millions non plus. Non, on n'avait pas des millions. On avait mis quelques dizaines de milliers d'euros. Ouais. Voilà, moi j'avais économisé un peu d'argent aussi, donc voilà, on avait quelques dizaines de milliers d'euros. Et en fait, au début, on l'a fait faire par des étudiants. D'accord. Ouais, sauf que le premier jour... La traditionnelle, là tout le monde me dit en ce moment, je suis allé prendre deux gars de l'Epitech ou de 42 Exactement. Et puis voilà, pour lancer. Sauf que le premier jour, en fait, le site a explosé en vol parce qu'on l'avait testé sans charge, mais dès que tu as 1000 personnes qui se connectent en même temps, et pourtant 1000 c'est que dalle, et ben le site a commencé à exploser. Après derrière, on a réussi à le fixer un peu pour que ça marche, mais les pages mettaient vachement de temps à se charger. Je crois que le soir, à partir de 20h, les pages mettaient 10 secondes à se charger. Donc t'imagines, aujourd'hui, les gens n'auraient jamais été aussi patients. Mais les gens nous disaient qu'il y avait une vraie différence d'expérience entre Attractive World et Mythique. Ils sentaient vraiment un aspect beaucoup plus communautaire. D'ailleurs, il y avait aussi une autre particularité, c'est qu'il y avait plein d'événements qui étaient organisés sur Attractive World. Et c'était des événements qui étaient organisés par les membres. Donc, tous les dimanches, il y avait des gens qui accueillaient les nouveaux membres. Il y avait des personnes qui s'invitaient chez les uns, chez les autres pour faire des apéros, qui faisaient des expos, des ciné, etc., du sport. Et grâce à ça, on a réussi à lever de l'argent. On a levé 550 000 euros en mai 2008. D'accord. Et la façon dont on l'a fait, parce que encore une fois, à l'époque, c'était pas évident de créer une start-up parce que il y avait pas de marché, il y avait pas d'écosystème, il y avait pas de fonds d'amorçage, et donc il fallait les chercher à la main, quoi. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit carnet d'adresses du monde du private equity et j'ai appelé les mecs et je leur ai dit, écoutez, je sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est vu en réunion où j'étais stagiaire, etc. Bah, je lance un site de rencontre qui s'appelle Attractive World. Est-ce que tu veux investir ? Et donc, c'est comme ça qu'on a levé les 550 premiers milliers d'euros. Ce qui est à la fois, j'imagine, à l'époque, un secteur porteur, et à la fois, on doit te dire, non, mais c'est bon, il y a Mythique, t'es mort, c'est pas la peine, quoi. Exactement. À l'époque, on me disait, mais attends, mais t'as pas d'argent, t'as pas d'expérience. Mythique, ils font déjà plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ils vont créer l'équivalent et ils vont vous exploser. C'est ça que les gens nous disaient. Donc, on a réussi à trouver quelques fous qui ont investi ces 550 premiers milliers d'euros parce qu'ils croyaient dans la vision, ils croyaient dans la segmentation, qu'ils voyaient effectivement qu'il se passait un truc sur la plateforme Attractive World qui était vraiment particulier. Et avec cet argent, on a décidé de refaire le site. Et là, j'ai fait à nouveau une énorme connerie. J'avais rencontré un développeur d'origine tunisienne qui était très bon. Et qui m'a dit, écoute Ludovic, le site qui a été fait par les étudiants, il tourne pas bien, je pense qu'il faut tout refaire de zéro, y compris la base de données. Donc, je vais repartir à Tunis, je vais monter une équipe, et fais-moi confiance, en mois de septembre 2008, tout sera prêt, vous allez pouvoir lancer le nouveau site, puis la version payante. Et là, j'arrive en septembre 2008 et il n'y a toujours pas de site. Octobre 2008, toujours pas de site. Novembre, décembre. En décembre, je décide de débarquer
avec quelqu'un qui aura une place extrêmement importante dans l'aventure, qui s'appelle Vincent Bobin. Et on passe nos vacances entre Noël et le jour de l'an, y compris le jour de l'an, à Tunis, en train de tester un site. Et on avait un peu l'impression d'être dans La Vérité si je mens 2. C'est-à-dire qu'on arrivait au bureau, il y avait des coupures d'électricité, il y avait des gens qui arrivaient, qui repartaient, on savait pas réellement s'ils travaillaient vraiment sur leur ordinateur et s'ils codaient. Et on se dit, mais attends, mais la crise financière vient d'arriver, parce qu'il faut se rappeler quand même que septembre 2008, t'as quand même les subprimes, puis les Lehman Brothers, etc. Comment on va faire pour relever de l'argent? On n'a pas de chiffre d'affaires et on a un site qui tourne pas. Et là, ton site, je veux dire, ce qui a été fait en Tunisie, c'est bon acheter à la poubelle. Pas complètement, parce que finalement, on arrivera à sortir le site en mars 2009 avec énormément de galères, puisque quand même, quand on est passé du site des étudiants au site qui avait été développé par l'équipe en Tunisie, pendant 3 semaines, on a fermé. Je précise une chose, on a des Tunisiens qui nous écoutent, attention, hein, c'est pas, tu n'es pas en train de dire... Non, je parle de cette équipe spécifique en Tunisie. Exactement. Voilà. Qui objectivement... J'ai moi-même une boîte en Tunisie qui est une super équipe de dev, mais en effet, il faut, comme dans tous les pays, avoir des bons devs et des gens qui te comprennent et qui respectent les deadlines. Quand on te dit ça sort en septembre, ça sort en septembre. Et la réalité, c'est que la personne qui est venu et qui m'a dit « Écoute Ludovic, je vais redévelopper ton site », a joué le jeu jusqu'au bout. D'accord. Il a bossé comme un malade. C'est simplement que je pense qu'il n'avait pas peut-être analysé vraiment l'ampleur de la tâche et il a monté une équipe en Tunisie qui tenait pas la route. Clairement. Il s'était associé avec une web agency qui lui avait donné des gens pas compétents, qui avait dû lui mettre la pression en lui disant écoute, compte tenu du budget, de toute façon, c'est hors de question qu'on te mette des nouvelles personnes. Et donc au final, il a fait le site tout seul. Oui. Et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est quand même un élément important, c'est que lui ne nous a jamais lâchés. Voilà. D'accord. Lui ne nous a jamais lâchés, sauf que faire un site de l'ampleur d'Attractive World tout seul, il n'avait peut-être pas d'ailleurs toutes les compétences pour le faire, ça a fait qu'on a failli planter la boîte quand même. D'accord. Voilà. On a failli planter la boîte, on a réussi à sortir un site qui était complètement buggé en mars 2009. On a quand même fermé le site pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, il me dit écoute Ludovic, on va faire la migration, ça va durer 12 heures, donc juste une nuit, t'inquiète pas, etc. Donc on met une page de garde en disant écoutez, désolé, il y a une migration, revenez demain. Sauf que cette page de garde, elle est restée pendant 3 semaines. Donc t'avais des gens, si tu veux, qui étaient en train de chatter, d'organiser des rendez-vous, etc. Et le mec, ou la fille d'ailleurs, elle revient sur le site, et en fait, on lui dit ah non, tu peux plus avoir accès à tes messages, tu peux plus avoir accès à rien. Et ça, c'est pendant 3 semaines. Donc t'imagines l'état psychologique dans lequel j'étais, avec des actionnaires qui avaient quand même investi. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on avait quand même réussi à trouver 600 000 € de plus en janvier 2009. D'accord. Donc malgré la situation difficile. Parce qu'il y avait vraiment cet esprit hyper fort et qu'on avait des métriques incroyables, malgré le site qui buguait, les gens restaient une demi-heure par jour sur le site. Donc on avait des éléments encourageants qui fait qu'on relève ces 600 000 € en pleine crise financière. En mars 2009, pendant 3 semaines, le site est fermé. Mais tes investisseurs, ils font quoi? Mais ils te flinguent, Écoute, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des investisseurs qui sont extrêmement bienveillants. J'en ai juste un qui m'a dit écoute Ludovic, franchement, qu'est-ce qui se passe quoi? Je veux dire 3 semaines de fermeture, c'est du jamais vu. Faut absolument que tu arrives à faire quelque chose. Il avait pas tort. Il avait pas tort. C'est juste que moi je me sentais complètement impuissant parce que je savais pas coder. Et dans la vie, il faut faire des belles rencontres. Il faut aussi avoir un peu de chance. Et je rencontre 2 personnes. Une un petit peu avant, en novembre 2008, qui s'appelle Vincent Bobin, parce que je commence à comprendre qu'en fait, il y a 2 piliers dans notre business. Le premier, c'est la tech. Et le deuxième, c'est le marketing. Et donc, je recrute de manière un peu filoute Vincent Bobin en utilisant notamment l'annuaire des anciens de l'ESCP. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, j'avais demandé à ma mère notamment de taper les adresses mail des annuaires des anciens d'école. Et je me dis, mais en fait, je pourrais utiliser cet annuaire pour recruter. C'est dur de recruter. Taper, c'est de les... Tout à la main. Tout à la main. Ta mère l'avait fait. Ouais. Je l'avais fait aussi un peu. Et mon frère aussi. Et donc, je me dis, attends, mais en fait, ce truc-là, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais recruter un super directeur marketing. Mais je me dis, je peux pas l'envoyer moi-même. Donc, j'ai créé une fausse adresse
qui s'appelle Stéphane Rosen, je me rappelle encore, et qui a envoyé un mail à tous les gens les anciens de l'ESCP en disant voilà, je suis Stéphane, je suis un ancien de l'ESCP, j'ai un pote à moi qui s'appelle Ludovic qui est en train de lancer une des aventures qui sera une des plus successful dans le monde des startups, ça s'appelle Attractive World. Il cherche un directeur marketing, écrivez-lui si vous êtes intéressé. Et là, je reçois des super CV. J'en reçois des dizaines et des dizaines. Alors, il y en avait qui étaient drôles, d'autres qui me disaient « Ah tiens, je suis un ami de Stéphane, ça m'intéresserait de te rencontrer, etc. » Parce qu'ils savaient que Stéphane n'existait pas, ils avaient vérifié. Non, ils savaient pas, justement. Ah, d'accord. Très bon. Il a dû confondre. Et c'est comme ça que je rencontre Vincent Bobin. Alors lui, il ne connaissait pas Stéphane, mais je rencontre Vincent Bobin qui est un ancien de l'ESCP. Et là, vraiment... un coup de cœur entrepreneurial. Je me sens tout de suite complètement à l'aise. On partage la même vision. Et donc, Vincent nous rejoint en novembre 2008. Donc, tu vois, je fais un peu une rétrospective là-dessus. Il nous rejoint en novembre 2008 et il découvre la situation avec l'équipe en Tunisie qui galère, etc. Et c'est lui qui vient avec moi pendant les vacances de Noël pour débugger le site. Et là, je me dis, il venait d'avoir un enfant. Il y avait un bébé de 2 mois. Il avait quel âge ? Plus âgé que toi, donc. Un peu plus âgé. Ouais. Il a 5-6 ans de plus que moi. Okay. Et là, je me dis, il vient d'avoir un enfant. On est en Tunisie entre Noël et Jour de l'An. Il est en pleine période d'essai et il quitte pas le bateau. Lui, ça va être un associé pendant très très longtemps. Et donc, avec Vincent, on arrive à sortir ce site-là et on fait une deuxième rencontre incroyable qui est Cyril Ferret. Cyril Ferret, c'était l'ancien directeur technique d'Alice ADSL qui avait passé pas mal de temps aussi chez Nomad dans les années 2000. Donc, il avait beaucoup d'expérience dans la tech. Et là, je lui dis, écoute, Cyril, on a besoin de quelqu'un qui va nous sauver la mise. Et il me dit, écoute, Ludovic, ok, t'es dans une situation difficile, t'inquiète pas. On est en mars 2009. On va reprendre brique par brique le site qui a été développé par l'équipe en Tunisie. On va faire la refonte et en septembre 2009, on va pouvoir passer au modèle payant. Parce que là, t'étais tout gratuit. J'étais tout gratuit, on faisait pas 1 euro de chiffre d'affaires. Et il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Il arrive à recruter une équipe en interne. Ils reprennent brique par brique le site. Et en septembre 2009, on passe au modèle payant. Avec un autre challenge énorme, c'était que, étant donné qu'il n'y avait que 1/3 de gens acceptés sur Attractive World, voilà, donc sur 100 personnes qui s'inscrivaient, on n'avait que 1/3 qui était accepté par la communauté. Est-ce que ce tiers-là était prêt à payer plus cher que sur Mythic pour retrouver un business model? Parce que quand tu fais venir en marketing 100 personnes et que tu laisses l'opportunité qu'à 1/3 des gens de pouvoir prendre un abonnement, ça veut dire que ton coût d'acquisition, il est 3 fois plus élevé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé. Hein. Le modèle d'Attractive World, le fonctionnement avant même le modèle payant, c'est un modèle de sélection. C'est ça. Hein. Par la communauté, on accepte ou non les nouveaux entrants. Exactement. C'est un système de sélection dans lequel chaque jour les inscriptions toutes les inscriptions d'Attractive World sont ouvertes, mais tu dois être accepté par la communauté. Donc les gens vont voter. Une cooptation. Voilà, ils doivent coopter. Et au bout de 3 jours, tu reçois la réponse. Et généralement, on avait 1/3 de gens qui étaient acceptés. D'accord. Et donc, d'un point de vue business model, puisque tu n'avais que 1/3 de gens acceptés, ton coût d'acquisition était 3 fois plus élevé que sur n'importe quel site de rencontre. Forcément. Voilà. Avec le pari qui est que parce que les gens se sentent plus valorisés et parce que peut-être c'est les gens les plus motivés qui ont été retenus par la communauté, le taux de conversion serait plus élevé et surtout ils seraient prêts à payer plus cher. Et donc, et là j'ai une discussion avec Audrey qui était l'ex-femme de Rodolphe, qui me dit écoute Ludovic, non seulement il faut faire payer plus cher, ça j'avais pas de doute, mais surtout il faut faire payer les femmes. Et donc on décide de mettre nos tarifs 2 fois plus élevés que ceux de Mythic. Donc Mythic était à 30 € par mois, on se met à 60 € par mois. Et surtout, alors que moi j'étais pour faire payer que les hommes, puisqu'à l'époque Mythic ne faisait payer que les hommes et laisser les femmes en gratuit, on décide de faire payer aussi les femmes. Et là Audrey m'a donné un super conseil, puisque il se trouve que pendant toute la vie d'Attractive World, 60% du chiffre d'affaires a été réalisé par les femmes. Donc c'est un conseil qui nous a fait gagner 60% de chiffre d'affaires. Ce qui est hyper ambitieux hein, quand même, parce que on parlait donc je te disais toi tu vis en partie à New York, on y reviendra, mais donc à New York très clairement les femmes ne payent pas leur entrée en discothèque, en boîte ou en voilà, jamais, c'est un acquis voilà, alors qu'en France c'est pas un acquis, ça arrive souvent mais c'est pas un acquis. Et se dire que dans un milieu où finalement il y a une sorte d'acquis qui est les sites de dating, de rencontres,
on fait pas payer les femmes. Toi, tu dis, bah moi, je les fais payer. En fait, Audrey m'a dit, écoute, en rigolant bien sûr, mais elle m'a dit, les femmes sont prêtes à payer n'importe quel prix pour rencontrer des hommes sérieux. Donc elle m'a dit, si elles savent que les hommes payent 60 € pour aller sur Attractive World, ils se diront qu'ils vont tomber sur des gens hyper sérieux qui veulent des relations durables, et donc elles seront prêtes à payer pour ça. Aussi, exactement, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Est-ce que les mecs étaient vraiment sérieux sur Attractive World, c'est la question. En tout cas, on avait quand même plus d'un mariage par jour. Donc il y avait quand même une certaine proportion d'hommes qui étaient au bout d'un moment, c'est-à-dire vous arriviez à 365 mariages par an. C'était des statistiques, des sondages, etc. C'était pas complètement précis, mais notre estimation c'était ça, un peu plus d'un mariage par jour. Et donc on lance le modèle payant fin 2009 et on se rend compte tout de suite qu'on a des super taux de conversion. On avait, sur les gens qui étaient acceptés, on avait à peu près autour de un tiers de gens qui étaient payants. Et donc on se dit c'est bon, en fait, le modèle économique est viable. Et pendant un an, donc on développe Attractive World. Donc toute l'année 2010, on fait un petit $1 million de chiffre d'affaires. Et là, je vais voir mes actionnaires, je leur dis, vous allez me prendre pour un fou à nouveau. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse une énorme campagne de pub à la télé. Maintenant qu'on a prouvé qu'on avait un positionnement différenciant et que le modèle économique était validé, il va falloir vraiment qu'on se connaisse et surtout qu'on se fasse connaître et surtout qu'on construise une marque hyper forte, hyper crédible. Et au début, ils me disent, écoute Ludovic, c'est hors de question, tu vas pas investir des centaines de milliers d'euros en pub. Au moins, quand tu investis en pub sur Google, tu peux investir quelques euros et avoir ton taux de conversion. Avoir ton taux de conversion et changer le budget du jour au lendemain si tu vois que ça marche pas. Et finalement, j'arrive à les convaincre. Et notamment, un de nos actionnaires, qui s'appelle Georges Chrysostalis. Ah, Georges Chrysostalis. Caracyclade, je connais. Tu le connais? Ouais, très bien. Qui est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Lui, il connaît la Châtelet en plus. Hein. Ouais. Il connaît bien la Châtelet. C'est un vieux de la vieille de la Châtelet. Et Georges, qui était un de nos premiers investisseurs, me dit, OK, je t'amène chez Canal+, on va négocier. Et donc, on passe quelques semaines à négocier avec Canal+, et il leur explique qu'on est une start-up, qu'à l'époque, il y avait quasiment pas de start-up qui investissait en télé, et qu'il faut soutenir les jeunes générations de boîtes. Et donc, on fait un super deal avec Canal+, et on sponsorise en janvier 2011 toutes les émissions de télé de Canal. Les Guignols de l'info, le Grand Journal, le SAV des émissions, la météo, etc., etc. Et on fait ça sur janvier-février 2011. Et là, le trafic explose. On avait des coûts d'acquisition qui étaient plus faibles que sur Facebook ou sur Google. Mais en plus de ça, on crée la notoriété. À partir du moment où on a vu que ça a marché, on a appuyé sur le bouton toutes les semaines, quasiment tous les jours même. Tous les jours, on était en télé en 2011 et 2012. On a relevé des fonds. Et là, bizarrement, la levée de fonds était beaucoup plus simple, puisque je me rappelle la levée de fonds de 2011, on cherchait à lever autour de 1,5 million d'euros. Je suis allé voir des investisseurs privés, notamment nos actionnaires et quelques autres. J'ai à peine eu le temps d'aller voir les fonds d'investissement, donc les fonds de capital risque, quand 3 semaines, 1 mois, on a eu 4,5 millions ou 5 millions d'euros d'accord, je crois. Donc vous avez cherché 1,5 million. Et du coup, vous avez levé combien? Et du coup, on a levé 2,7 millions. Voilà, on s'est dit qu'on est allé sur la fourchette haute de ce qu'on voulait aller chercher, mais on voulait pas non plus être trop dilué. Et donc je me suis vu refuser de l'argent. Ça m'a fait hyper bizarre parce que quand tu galères comme j'ai galéré en 2008-2009 pour lever de l'argent quand on faisait pas de chiffre d'affaires, là je me suis vu appeler certains investisseurs, leur dire tiens, tu veux mettre 500 000 euros, je suis désolé, mais je peux prendre que 200 000. Ça fait une sensation bizarre. Et c'est vrai que c'est assez trippant. La sur comment on appelle ça, la sur, il y a un terme, exposition. Non, quand t'as plus de gens, la souscription, voilà, de ton augmentation de capital. Tu l'expliques comment? C'est la télé, tu crois? Alors, la télé a beaucoup joué parce que c'est vrai que pour les investisseurs, quand tu commences à voir des pubs à la télé, tu te sens plus proche de la marque et je pense que ça te donne peut-être un peu plus envie d'investir. Et à côté de ça, on avait des super chiffres. Le chiffre d'affaires a fait x7 quasiment, entre x6 et x7 en 2 ans. La notoriété assistée est passée de 8% début 2011 à 72% fin 2012. Donc on était vraiment, on avait un élan extraordinaire. On était appelé
toutes les semaines par des journalistes. On a fait Capital, on a fait le journal de 20 heures, on a fait tous les grands médias, tous les grands journaux, etc. Donc il y avait vraiment une hype autour d'Attractive World qui fait qu'on a levé de l'argent assez facilement. Ouais. Et ce modèle de sélection, il vous a jamais été reproché? On vous a jamais je veux dire, il y a un côté aujourd'hui d'ouverture en regardant un peu avec le recul. Je sais pas, hein, c'est une question assez ouverte. Et le fait de dire, toi, t'as pas le droit de rentrer. Non, parce qu'en fait, on nous l'a jamais reproché. Et en plus, on a essayé de promouvoir. Alors après, bien entendu, on n'est pas dans la tête de tout le monde, etc. Mais on a vraiment essayé de promouvoir un esprit autour de cette sélection. Voilà. Et d'ailleurs, Attractive World, c'était pas le site des gens beaux, riches et intelligents comme les médias ont pu le dire au tout début. On voulait vraiment essayer de créer ce climat de confiance et de bienveillance. Et ça se ressentait pendant les événements. Hein. On avait une centaine d'événements qui étaient organisés tous les mois sur Attractive World. Et les gens nous disaient, voilà, on sent qu'il y a une confiance entre les membres. Donc on a vraiment essayé de promouvoir des valeurs qui étaient beaucoup plus positives en expliquant que on voulait pas rentrer dans la dérive des sites de rencontres qui acceptent tout le monde, avec des gens qui sont là juste pour envoyer des centaines de messages ou qui veulent juste coucher avec quelqu'un un soir et que ça correspondait pas à l'image qu'on voulait donner de la marque. Et donc finalement, on ne nous l'a jamais reproché. D'accord. Et du coup, vous arrivez quoi, à peu près à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ces moments-là, un tout petit peu en dessous? Je peux malheureusement pas communiquer puisque, comme tu le sais, on a vendu Attractive World en 2016 et on a un certain nombre de clauses de confidentialité. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, le chiffre d'affaires a grossi très fortement jusqu'à nous amener à la rentabilité en 2013. D'accord. Donc en 2013, on devient rentable. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà communiqué avant la vente, donc je peux te le dire, on fait un peu moins d'1 million d'euros de résultats nets. Et là, je me dis que il faut maintenant dupliquer le modèle à l'étranger, qu'à partir du moment où tu as prouvé que le marché français est rentable, il faut faire la même chose aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et je discute avec nos principaux actionnaires et on se dit on va donner un mandat à une banque d'affaires et on va envisager l'internationalisation de deux manières. La première manière, c'est une manière indépendante, en allant voir des fonds d'investissement et leur disant voilà, on a besoin d'un certain nombre d'argent, d'un certain montant d'argent pour pouvoir se lancer aux États-Unis, par exemple. Et la deuxième, c'est de se dire peut-être que on peut faire un deal avec un industriel, donc un autre site de rencontre ou un média qui est déjà présent dans d'autres pays à l'étranger et qui va nous apporter son savoir-faire, sa connaissance de la culture, éventuellement son potentiel média ou son potentiel de base de données pour lancer beaucoup plus Attractive World dans d'autres pays. Et là, début 2013, on avait quand même encore 30-40% de croissance, je me rappelle plus, mais c'était une croissance encore significative. Comme je te l'ai dit, on était vraiment sur le chemin de la rentabilité puisque fin 2013, on aura fait quasiment 1 million de résultats nets. Et je me dis, on va avoir des super offres. Et là, je discute avec des fonds d'investissement aux États-Unis. Et ils me disent, écoute Ludovic, c'est vrai que tu as des beaux chiffres, mais nous, le marché français, on connaît pas. Et d'ailleurs, le droit du travail, toute la réglementation, ça nous donne pas envie d'investir dans une boîte française. Et donc, tous les fonds d'investissement américains nous disent, finalement, ça sera pas possible. Et là, je discute avec des fonds d'investissement en France. Et pareil, ils me disent, écoute, il y a quasiment aucune boîte, voire aucune boîte en B2C qui a réussi aux États-Unis. Donc, on n'est pas confortable pour investir dans Attractive World malgré les chiffres. Donc, il se trouve que la culture a énormément changé puisqu'aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui, tu vas avoir un fonds français, si t'as pas une stratégie hyper agressive à l'international et notamment aux États-Unis, ils n'investissent pas. C'est toute la discussion que j'ai eue sur ce podcast avec Alice Zaguri ou avec Thibaut Elzière qui t'explique que sur toute stratégie, alors plus B2B dans l'absolu, ce sur quoi on a parlé, mais si tu vises pas directement un marché global, et donc marché global veut dire quand même grosse prime aux États-Unis en tout cas, ça sert à rien, personne te suit, en tout cas pas sur des gros montants de levée. Aujourd'hui oui, à l'époque c'était extrêmement différent. Voilà, de la même manière qu'à l'époque en 2007-2008 t'avais pas de fonds d'amorçage, t'avais pas de boîte comme The Family qui était aussi capable de t'accompagner et de t'accélérer. En 2013, sur tout ce qui était tour de table au-dessus de 10 millions d'euros, t'avais quand même une vraie frilosité sur le marché américain, notamment sur les boîtes en B2C. Et donc, on se retrouve avec aucune possibilité de lever de l'argent aux États-Unis, ni en France,
pour notre développement international. Et on discute avec des groupes, notamment on discute avec Mythic, on discute avec le groupe Bertelsmann aussi. Et pareil, au début, ils étaient hyper intéressés. Et finalement, le DG de Mythic en parle à Match.com qui avait racheté Mythic 2 ans plus tôt. Et Match décide de dropper. Donc, ils décident de refuser parce qu'ils nous disent, voilà, en fait, vous êtes franco-français, vous êtes sur le marché premium, c'est pas notre priorité. Ils avaient peut-être déjà Tinder en tête, parce que Tinder appartient à Match.com. Et Bertelsmann, pareil, on discute avec la filiale Prisma, qui était très intéressée à l'époque. Mais lorsqu'il passe au board de Bertelsmann, apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, le CEO de Bertelsmann dit non mais on n'ira pas dans le dating, c'est un secteur qu'on veut pas toucher. Donc pareil, il refuse l'offre. Et on se retrouve en 2013, mi-2013, avec une seule offre, qui était un groupe qui avait réussi dans le porno à Miami. Et qui nous propose de racheter 51% de la boîte et de réinvestir plusieurs millions d'euros pour notre développement aux États-Unis. Et là, on se dit qu'en termes de culture, ça va pas marcher. Voilà. Alors, ils étaient bien, hein, c'était des gens très smart, très intelligents. Mais voilà, ils commencent à me dire, écoute Ludovic, ton spot télé, si jamais tu pouvais mettre une fille peut-être un peu plus blonde, avec un peu plus de forme, peut-être que ça marcherait mieux. Et là, je me dis que ça va être compliqué de s'associer ensemble. Donc, on en parle avec les gens du board et on se dit bien entendu, on va refuser l'offre. On avait aussi regardé le marché anglais, le marché allemand, qui s'était hyper segmenté entre temps. Et on comprend qu'en fait, il fallait pas attendre d'être rentable en France pour lancer l'international. J'aurais dû le faire en 2010-2011 quand on a vu que le truc commençait à décoller, que le business commençait à décoller et que les taux de conversion en payant étaient bons. Et là, on se dit qu'il vaut mieux se concentrer sur le marché français. Mais moi je leur dis voilà, moi la gestion quotidienne, s'il n'y a pas de challenge beaucoup plus fort avec des projets avec une grosse croissance, je pense pas être la bonne personne. Je commence à m'épuiser un peu et c'est le cas aussi de mes 2 associés, donc de Vincent et de Cyril. Donc ce qu'on vous propose, c'est que on va faire une transition, on va recruter un nouveau management, on va lancer un nouveau projet, on va vous proposer de rentrer dans des conditions préférentielles sur ce nouveau projet. Et en parallèle, parce qu'on comprend bien que vous commencez à avoir besoin d'un rendement, on va distribuer des dividendes. Donc là, on est en 2013. Et donc là, on est fin 2013. Fin 2013. On est fin 2013. Donc, juste pour refaire un petit stop, tu bosses au quotidien avec Vincent et Cyril. Ouais. Rodolphe et Nicolas sont actionnaires. Ils sont actionnaires. Rodolphe est au board. Ok. Et donc ils sont juste actionnaires cofondateurs. Voilà. Ils sont pas opérationnels. Ils l'ont été un tout petit peu au début. Voilà. Et donc Vincent, Cyril sont rentrés au capital. Oui. On les a associés et on leur a donné le titre de cofondateur parce que même s'ils sont arrivés 1 an plus tard. Enfin, sans eux, la boîte était morte. Et donc, pour moi, c'est les cofondateurs d'Attractive World de la même manière que Rodolphe et Nicolas. D'accord. Donc, ça fait quelques personnes. Toi, tu es majoritaire, enfin, pas majoritaire à ça. Je suis l'actionnaire principal. Mais tu es l'actionnaire principal. OK. Et donc là, on a 80 actionnaires. 80 actionnaires privés. Donc ils sont quand même représentés par certains groupes, j'imagine. Tu parles pas avec chacun. Si, ils sont tous en actionnaires individuels. En fait, on fait un reporting mensuel. D'accord. On essaye d'être le plus transparent possible, d'expliquer toutes les galères qu'on a, les bonnes nouvelles aussi. On donne notre chiffre d'affaires, notre marge brute, notre marge opérationnelle tous les mois. D'accord. Notre niveau de trésorerie. Donc on offre une transparence maximale à nos actionnaires. T'as un directeur financier, qu'est-ce qui fait ça? Non, c'est moi qui fais ça avec notre comptable à l'époque. D'accord. C'était assez bien rodé, voilà. Bon, j'avais un petit peu l'expérience aussi de ma vie dans le private equity. Et ça fonctionne bien. Et en fait, tout le monde me dit mais ça va te prendre un temps de dingue d'avoir 80 actionnaires, etc. Et en fait, ça m'a pas du tout pris de temps. J'avais des actionnaires qui étaient hyper bienveillants, qui me faisaient plein de mises en relation, qui étaient toujours dans un état d'esprit positif avec nous. Ils se sentaient, je pense, vraiment part d'une aventure. Donc au-delà du rendement, ils avaient vraiment envie de faire en sorte que Attractive World marche, que nous en tant qu'entrepreneurs on soit épanouis. Et donc c'est ce qui fait que on a eu un vrai soutien de nos actionnaires dans tous les moments de l'aventure Attractive World. D'accord. Et du coup tu leur dis à ce moment-là, bon, on va petit à petit glisser vers un autre projet. Fin 2013, ça les inquiète pas trop? En fait, alors a posteriori, il y en a un certain nombre qui étaient inquiets, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas forcément osé de me le dire à l'époque.
Donc on reçoit un vrai soutien, les gens comprennent que ça fait 7 ans qu'on est dedans, que maintenant la boîte est rentable, que l'international est trop risqué, que c'est probablement sage de pas y aller. Toi, tu te sens un peu collé. Et donc on a un soutien. Ouais, en fait, je commençais à m'embourgeoiser. Je commençais à plus avoir l'adrénaline nécessaire, je pense, pour être un bon entrepreneur. Et effectivement, au fond de moi, je commence un peu à angoisser. Et donc fin 2013, donc on prend la décision de faire la transition, de recruter un nouveau management. Et là, je fais une série d'erreurs qui, avec le recul, me paraissent mais complètement c'est complètement fou d'avoir fait autant d'erreurs à ce moment-là. Mais je pense que j'étais dans le brouillard. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je pense que j'ai beaucoup plus mal vécu que ce que je pensais l'échec du projet d'internationalisation et notamment des discussions avec les fonds d'investissement ou avec les industriels. Je l'ai vécu comme un énorme échec et tout d'un coup je me mets un peu en mode fuite en avant. Voilà, je me dis j'ai pas envie de rester dans cette vie, je commence à m'ennuyer, j'ai pas l'impression d'apprendre, je commence à angoisser, etc. Et là, au lieu de prendre vraiment le temps de me dire voilà, quelles vont être les grosses problématiques d'Attractive World dans les années à venir, quelle est la bonne typologie de management à recruter, là je vais peut-être un peu vite. Voilà. Et donc je recrute une directrice générale qui avait plein de qualités, qui était l'ancienne directrice du produit d'Yahoo Europe, qui avait un vrai savoir-faire dans le produit, qui est vraiment quelqu'un humainement qui était bien. Mais je pense qu'il n'y avait pas la culture d'une start-up et peut-être pas l'indépendance nécessaire pour me laisser voler de mes propres ailes sur un nouveau projet. Et donc pendant tout 2014, je fais la transition. On démarche le projet Shaper, donc je vais te parler tout à l'heure. Et je commence à faire des allers-retours aux États-Unis, mais je sens que elle a du mal à. Les États-Unis juste pour perso là. Non, pas perso. On avait déjà Shaper clairement identifié, et on se dit cette fois notre nouvelle boîte, on va la lancer aux US. On va pas refaire la même chose. On va pas démarrer en France pour faire les US 3 ans plus tard, alors que le marché sera déjà saturé. On commence directement aux États-Unis. Et donc je fais pas mal de repérage sur l'année 2014, je fais la transition et je lève $3 millions avant le lancement sur Shaper, et notamment grâce aux actionnaires d'Attractive World qui recevaient des dividendes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a distribué plus de 3 millions d'euros de dividendes entre l'année 2014 et l'année 2016, sachant qu'on avait levé 5 millions d'euros. Et donc, un certain nombre de nos actionnaires qui touchaient des dividendes ont réinvesti dans Shaper avant même qu'on lance le produit. Fantastique. Et du coup, la levée, celle-ci, elle est confidentielle. J'ai l'impression, parce que quand on voit, en tout cas quand je fais mes devoirs avant ce podcast, les annonces sont concomitantes. C'est-à-dire que on voit que vous vendez plus tard donc Attractive World et que tu lèves dans la foulée. On a l'impression que c'est fait en 2 semaines, mais en fait c'était. Tu parles de la levée de fonds 2016. Ouais, ce qui se passe exactement. Donc 2014. On travaille sur le produit Shaper et la vision de Shaper, c'est qu'il y a rien de plus enrichissant que les rencontres. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure façon de s'enrichir, c'est la meilleure façon de provoquer des opportunités dans sa vie qu'on n'aura jamais. C'est la meilleure façon de provoquer ce qu'on appelle la serendipity aux États-Unis, donc provoquer la chance. Et donc la vision ne change pas sur Shaper, sauf que on fait un premier produit qui est hyper compliqué, tu vois. Je vais essayer de te l'expliquer, mais il est tellement compliqué que je sais pas si je vais y arriver. L'idée, c'était de te mettre en relation avec le réseau de confiance de ton réseau de confiance. Donc, un peu comme sur LinkedIn, tu pouvais créer ton réseau, tu pouvais ajouter que 50 personnes au maximum. Et une fois que tu avais ajouté ces 50 personnes, qui étaient les gens que tu serais prêt à recommander en fermant les yeux, l'application te mettait en relation avec leur réseau de confiance à eux. Voilà. D'accord. C'était un produit trop compliqué. Et donc, on le lance début 2015. Et là, c'est l'échec complet. C'est-à-dire qu'on lance Shaper, on lève quand même $3 millions là-dessus, et le produit marche pas. Les gens s'invitent pas, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas d'activité sur l'application, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après ces différents allers-retours à New York en 2014. Donc là, tu es sorti quand tu lances Shaper officiellement de l'opérationnel. Je suis sorti de l'opérationnel. Je suis quand même assez impliqué parce que je participe au comité de direction hebdomadaire. Donc quand je suis aux États-Unis, je l'ai fait par Skype, mais on a recruté une directrice générale début 2014 qui lance des projets, notamment le projet de refonte de tout notre produit, les applications mobiles, le site web, etc. Pendant toute l'année de 2014, il y a la transition. Et en 2015, on bascule vraiment focalisé sur Shaper avec Vincent et Cyril. Et donc là
plein de questions parce que déjà tu t'es quand même sur plein de choses à la fois, c'est hyper intéressant. J'imagine cette période, t'as une autre forme d'introspection, on a l'impression, parce que on voit que tu vois les erreurs que tu as pu faire à ce moment-là. Ton échec sur Shaper, sur le premier lancement, tu l'expliques comment? C'est parce que vous avez pas vous avez pas assez sondé, c'était une intuition et ouais, je pense que inconsciemment on a été un peu trop prétentieux. Alors, on avait l'impression de tout savoir et que c'était exactement comme ça qu'il fallait faire le produit, plutôt que de parler de l'idée et de vérifier que ça apportait vraiment de la valeur aux gens. On a fait un produit trop compliqué, on n'a pas essayé d'itérer. Moi, j'ai un défaut, c'est que je suis impatient et j'étais trop impatient. Je voulais lancer le produit vite, je voulais réussir vite pour sortir de cette un peu spirale d'échec dans lequel je m'étais mis mentalement, parce que finalement Attractive World était rentable, c'était en croissance. Mais moi, je me voyais vraiment comme quelqu'un qui avait échoué parce que j'avais pas vendu ma boîte, parce que j'avais des potes qui l'avaient déjà vendu, parce qu'il y avait des gens qui avaient levé plus d'argent, parce qu'il y avait des gens qui faisaient l'international. C'est fou, ça. Et je me suis rendu compte avec le recul que mon ego m'avait joué énormément de tours. J'entendais récemment quelqu'un qui racontait sur un podcast en l'occurrence, mais et ça me semble assez incroyable, parce que cette notion de l'échec ou du succès, et un milliardaire américain qui devait peser entre 5 et 10 milliards et qui était fou furieux de se dire que des mecs comme Larry Page ou Sergey Brin, ces deux pauvres ingénieurs, pouvaient peser 10 fois plus que lui. Et en fait, toi, te dire à ce moment-là, alors en effet, t'es ni Zuckerberg, mais peu importe, je crois qu'eux, je sais pas s'ils s'en foutent ou pas, mais je veux dire, quand tu regardes là maintenant, tu te rends compte que distribuer 3 millions de dividendes en quelques années à des gens qui t'en ont filé 5 et qui derrière vont reprendre sur une vente, j'imagine qu'ils sont pas malheureux, le succès ou l'échec est quand même relatif, surtout l'échec. Ouais, effectivement, mais effectivement, tout est relatif, en fait. Et c'est là où moi, j'ai vraiment des Tu voulais quoi? Tu voulais peser, tu voulais lancer une boîte à 100 millions? Ouais, je sais pas si c'était une question de chiffres, mais effectivement, j'avais vraiment beaucoup d'ambition et moi, j'ai vraiment été élevé dans un milieu, sportif, très proche de la compétition. Tu vois, j'avais donc le père de mon frère, puisqu'on n'a pas le même père, on a la même mère, qui me mettait en mode compétition tout le temps quand j'étais petit. Genre, on sortait de la voiture, c'était le premier qui touchait la porte. On jouait aux jeux vidéo, mais il était capable de casser l'armoire s'il perdait contre moi. Donc j'avais beaucoup été élevé dans cet état d'esprit très compétitif et j'avais envie de faire des très grandes choses et j'estimais que c'était pas assez. Et c'est sûr qu'avec le recul, tu te rends compte que l'ego peut te donner une énergie extrêmement forte pour entreprendre, mais ça peut aussi te faire beaucoup de mal. Et ça peut aussi te faire perdre le sens des réalités et de la chance que tu peux avoir dans la vie et te faire faire énormément d'erreurs. La télé, c'était l'ego. Non, la télé, ça a marché. Mais est-ce que l'envie de télé? Non, la télé, c'était pas l'ego. La télé, c'était une vraie décision stratégique. On savait qu'il fallait aller en télé pour émerger en termes de marque, que tu émerges pas en faisant de la pub sur Google. Donc c'était pas de l'ego. Mais je pense que la situation dans laquelle je me suis mis en 2014-2015, c'était clairement lié à mon ego. Et je me retrouve en 2015 au fond du gouffre. J'avais jamais aussi bien gagné ma vie. On n'avait jamais distribué autant de dividendes qu'en 2015. Mais je me sens au fond du gouffre parce que je suis sorti de ma zone de confort. C'était un peu l'idée en sortant d'Attractive World. Mais je sentais qu'Attractive World, le bateau commençait à tanguer un petit peu avec un management qui avait encore beaucoup besoin de moi et qui me consommait énormément d'énergie et de stress. Ça faisait encore du cash? Oui, bien sûr. C'est la chance qu'on a eue, c'est que malgré tout, en 2014, 2015 ou 2016, le business a continué à être bon et on a continué à être rentable. Donc ça, c'est la chance qu'on a eue. Mais je sentais quand même qu'en interne, c'était difficile. Je sentais un peu de culpabilité. Il y avait des vrais sujets business, de refonte de produits, une segmentation du marché avec l'arrivée des applications gratuites comme Tinder, comme Appen, etc. Donc je sentais quand même un petit danger sur ce premier business. Et je me disais, mais est-ce que je suis en train de lâcher aussi les actionnaires qui m'ont fait confiance? Est-ce qu'en partant comme ça, j'ai pas fait la connerie de mettre à risque cet investissement et toute la confiance que j'avais pu créer? Et à côté de ça,
j'ai ce premier produit sur Shaper qui marche pas. J'avais demandé quand même à ma copine de l'époque de quitter son job pour venir à New York avec moi. Et là, je me dis, mais en fait, peut-être que j'ai eu du bol avec Attractive World. Peut-être que je suis incapable de remonter une boîte. Peut-être que j'ai vécu ce qu'il y avait de mieux dans ma vie d'entrepreneur et que je vivrai plus jamais ces moments-là. Et je me dis, bah, franchement, en fait, je suis peut-être juste plus capable. Voilà. Il y a le mobile. Peut-être je connais rien au mobile. Il y a plein de jeunes maintenant qui se mettent dedans. Il y a tout un écosystème qui s'est créé. Il y a plus de compétition. Peut-être que je suis plus capable. Et là, on est en avril 2015, donc je suis vraiment au fond du gouffre. Et au fond du gouffre, ça se matérialise comment? Je veux dire, t'es déprimé, tu dors plus? Complètement déprimé. Perte de confiance totale. Vraiment complètement déprimé. Et je me sentais, même si j'avais ma copine me soutenait énormément, mes amis me soutenaient énormément, etc. J'avais une culpabilité t'étais tellement forte par rapport à toutes les mauvaises décisions que j'avais pu prendre entre fin 2013 et mi 2015 que je le vivais extrêmement mal. Donc tu dors plus, enfin je sais pas comment ça se matérialise. Ouais, t'as plus envie de rien faire. Quand tu te lèves, t'as pas d'énergie, t'as plus ton ambition. Tout le monde le voit. Tu perds confiance. Je veux dire, les actionnaires, les gens, t'essaies de le cacher ou... Ouais, j'essaye quand même quand je passe la porte du bureau de rester le plus positif possible et en tout cas de montrer de l'enthousiasme etc. Mais c'était vraiment compliqué à ce moment-là, sachant que j'étais à New York, que mes associés étaient à Paris et que j'étais avec juste une personne qui était notre stagiaire qui s'appelle Thomas Boutefort. D'accord. Et c'est une conversation avec lui qui a tout basculé en fait. Donc on est en avril 2015. Voilà, faut savoir que l'histoire de Thomas, c'est quelqu'un qui a fait une école qui s'appelle HEC, qui a emprunté pas mal d'argent pour faire cette école-là. Et qui était venu chez Shaper parce qu'il voulait découvrir ce que c'était d'entreprendre et de lancer une start-up aux États-Unis, alors qu'il avait déjà des offres en CDI. D'accord. Et je dis à Thomas, écoute, franchement, t'as ton emprunt à rembourser. Je pense qu'on va se planter avec Shaper. T'as déjà vécu toutes les galères qu'on a vécues. Je pense que tu mérites pas d'en vivre plus. Tu devrais quitter ton stage et accepter une offre en CDI. Et là, en fait, Thomas me dit, écoute, Ludovic, moi, je sais que tant que t'es là, on va se relever, on va rebondir. Donc, je vais aller jusqu'au bout et je te fais vraiment confiance. Et il me dit d'ailleurs, j'en ai parlé avec tes associés et tes associés, ils pensent comme toi. Ils se battront jusqu'au bout tant que t'es là et que t'y crois aussi. Et là, en fait, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Je me suis dit, en fait, peut-être que ma capacité, mes qualités d'entrepreneur, c'est pas de gérer une boîte dans la tech, que ça soit sur l'ordinateur ou que ça soit sur le mobile. Peut-être que ma qualité, c'est d'avoir une vraie vision, de la partager avec les gens et de faire en sorte qu'ils se battent jusqu'au bout. Et ça m'a vachement rassuré sur moi-même parce que je me suis dit, cette qualité, qu'on soit sur le mobile, qu'on soit dans 20 ans sur des devices qui n'ont rien à voir ou sur des business complètement différents, je pense qu'elle sera utile dans l'entrepreneuriat et dans ma vie d'entrepreneur. Et donc, ça m'a fait reprendre confiance. J'ai complètement lâché prise. Je me suis dit, écoute, franchement, t'as une vie extraordinaire. Tu devrais l'apprécier plutôt que te faire autant de mal. Et j'ai vu les choses complètement différemment. J'ai lâché complètement prise sur mon ego. J'ai essayé de vivre au maximum l'instant présent. Et je suis allé voir nos actionnaires dans le mois qui a suivi. Et je leur ai expliqué toutes les erreurs qu'on avait faites. On avait cramé $1 million. Je leur ai dit, voilà toutes les conneries que j'ai faites. On s'est embourgeoisé, on a été impatient, on n'a pas assez itéré sur le projet. Maintenant, il reste $2 millions. Soit on continue et on se battra jusqu'au bout, soit on vous rend l'argent. Et là, j'ai tous nos actionnaires qui me disent, écoute Ludovic, nous on croit dans votre vision, on croit en toi, on croit en l'équipe. Ne nous rends pas les $2 millions qui restent. On va te faire confiance et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, là, on réécrit une nouvelle page. C'est-à-dire qu'on se retrouve mi-2015 à se dire, ok, maintenant, on repart à la cave, on fait des interviews utilisateurs. J'en ai fait entre 100 et 150 à New York. Et on essaye de comprendre comment on peut apporter plus de valeur à nos utilisateurs et notamment nos utilisateurs new-yorkais. Et pendant ces interviews, les gens nous disent mais la vision est bonne. Effectivement, on a envie de rencontrer plein de monde. LinkedIn, c'est hyper transactionnel. On est toujours sollicité par des commerciaux, des recruteurs, etc. Alors qu'on a juste envie de prendre des cafés avec des gens avec lesquels on partage des centres d'intérêt professionnels, mais aussi des passions, et trouver de l'inspiration, échanger des idées, provoquer un peu la chance, provoquer un peu les opportunités.
Et donc, on décide de faire un produit beaucoup, beaucoup plus simple, qui d'ailleurs s'inspire un petit peu des applications de rencontre, puisque la nouvelle version de Shaper qu'on lance fin 2015, c'est une application dans laquelle tu reçois une quinzaine de suggestions par jour, basées sur tes centres d'intérêt professionnels, mais aussi tes passions, ta localisation et les expériences passées. Et tu swipes les profils, donc tu fais glisser les cartes à droite ou à gauche. C'est complètement anonyme. Et si les deux personnes se swipent à droite, ça veut dire que l'intérêt est mutuel et ils peuvent démarrer la conversation. Et ce que ça crée derrière ce produit hyper simple, même si l'algorithme est beaucoup plus complexe que dans les sites de rencontres, en fait, ce que ça crée un état d'esprit de gens qui sont ouverts, qui sont curieux, qui ont envie de s'entraider, qui ont envie d'échanger et qui ne se spamment pas puisqu'il faut qu'ils aient un intérêt mutuel pour pouvoir commencer à converser. Plus qu'un intérêt mutuel, une volonté mutuelle. Une volonté mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils aient accepté tous les deux. Exactement. Et là, en fait, on se rend compte que Shaper commence à générer plein de rencontres sur New York. On a des résultats encourageants. Et là, je prends une décision début 2016 de dire, voilà, il faut que je rentre en France. À la fois parce que la DG qui avait fait un remarquable travail sur le produit fait une vraie erreur sur la stratégie de marque. Voilà. Moi, je lui dis, écoute, t'as déjà tellement de boulot pour la refonte de tout le site web, de toutes les applications mobiles, tu devrais pas essayer de retoucher à la marque. Tu vois, notre marque, c'était Attractive World pour célibataires exigeants. Et elle me dit, oui, mais il y a de moins en moins de croissance, il faut qu'on réouvre le marché, on est peut-être trop segmenté sur le segment premium, etc. Et donc, elle décide de dépenser pas mal d'argent auprès d'une agence de communication pour revoir complètement la stratégie de marque. Et notamment, en fait, elle décide de changer la baseline qui était pour célibataires exigeants, et ça passe par partager plus que des rencontres. Et là, je découvre que quand tu es actionnaire principal d'une boîte, mais que tu as décidé de déléguer le pouvoir et qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que tu peux pas juste faire les choses à moitié, parfois tu es vraiment dans des moments difficiles, parce que je savais que c'était pas la bonne stratégie, qu'il fallait pas changer la baseline pour célibataires exigeants. Et là, début 2016, donc on avait des résultats encourageants sur la nouvelle version de Shaper, mais par contre, on lance les nouvelles campagnes télé, on fait instantanément moins 10% de chiffre d'affaires sur Attractive World quand on change la baseline. Et là, je me dis, il faut que je rentre en France. Je peux pas rester aux États-Unis. Il faut que je rentre en France. À la fois, sachant que c'est compliqué parce que on dit quand même souvent que quand t'es actionnaire, peu importe, que ce soit majoritaire mais un CEO, un opérationnel, un PDG ou un DG, c'est quelqu'un en qui on a confiance, et c'est un peu noir ou blanc. C'est-à-dire que quand tu es actionnaire, normalement, tu dois pas intervenir trop. Tu interviens sur le choix du CEO, et derrière, tu le suis ou tu le suis pas. Il peut te consulter éventuellement, t'écouter ou pas, mais à la fin de l'année, ce que tu remets en cause, c'est est-ce que tu vas rester encore ou est-ce que on va te changer? Là, t'es un peu dans un truc entre les deux, parce que c'est compliqué d'être interventionniste quand tu es juste, entre guillemets, même si t'es fondateur historique. J'étais resté le président. Elle était vraiment DG. Mais effectivement, début 2016, je décide de revenir en France avec un double objectif. Le premier, c'est de reprendre Attractive World en main. D'accord. Donc là, j'explique à la DG que à partir de maintenant, toutes les grandes décisions, donc on définit des budgets, doivent être pris avec mon consentement. Et je lui explique aussi que je vais recruter une CEO parce que j'ai quand même perdu 10 kilos, je suis hyper stressé et que j'ai besoin de pouvoir vraiment me libérer d'Attractive World. Donc je lui explique que je vais lancer un recrutement avec un chasseur de tête pour recruter un vrai CEO avec qui elle fera tandem. D'accord. Donc moi je sortirai de mes fonctions de président pour vraiment devenir uniquement actionnaire. Et je décide aussi de remettre la marque pour célibataires exigeants. D'accord. Parce que je savais qu'il y avait un problème en termes de positionnement de marque. Une forme de désaveu. Et en parallèle, le deuxième objectif que j'avais début 2016, c'était de relever de l'argent puisque on était au bout des 3 millions de dollars qu'on avait levés sur Shaper. On avait des résultats encourageants, mais il fallait que je relève de l'argent. Sur Shaper, d'accord. Sur Shaper. Donc t'es quand même sur 2 business et en opérationnel. Et là, je reviens à nouveau sur 2 business début 2016. Il se trouve que les choses s'imbriquent bien. Voilà. Donc on change, on remet l'ancienne marque. Le chiffre d'affaires d'Attractive World reprend et on revient en croissance sur Attractive World au premier semestre 2016. Et ton analyse, c'est qu'une baseline peut changer autant de choses?
Alors on avait changé d'autres choses aussi, mais ouais, je pense que là il y avait vraiment les gens se sentaient perdus, ils avaient l'impression qu'Attractive World avait changé de positionnement et qu'effectivement, je pense que la baseline a eu un impact significatif parce qu'en fait c'était plus qu'une baseline, c'était quasiment un changement de marque. On avait investi des dizaines de millions sur la baseline pour célibataires exigeants et les gens rattachaient vraiment cette baseline à la marque et donc de la changer a vraiment eu un impact colossal sur notre chiffre d'affaires. Donc là le chiffre d'affaires repart, donc je me sens déjà un peu plus rassuré. Je commence à rencontrer un certain nombre de CEO et notamment je tombe sur une femme vraiment extraordinaire qui me semblait être vraiment la personne qui conviendrait le mieux pour devenir le CEO d'Attractive World. Et en parallèle, on lève de l'argent sur Shaper et pareil, encore une rencontre. Je déjeune avec un ami qui me présente le fondateur de Grand Frais, qui avait envie de discuter un peu digital. Et en sortie de réunion, il me dit écoute, j'ai envie qu'on s'associe ensemble et j'aimerais investir dans Shaper. Et donc c'est devenu l'actionnaire principal de Shaper en dehors bien entendu des fondateurs. Et on lève 4 millions de dollars en mai 2016. Et effectivement, comme tu l'as noté, on n'a pas communiqué tout de suite sur cette levée de fonds. Et la raison pour laquelle on n'a pas communiqué, c'est que fin mai 2016, on lève ces 4 millions de dollars. Et courant juin 2016, j'ai un groupe allemand qui vient me voir, qui s'appelle Affinitas, qui ont 2 marques, qui sont e-Darling et Elite Rencontre. Et le nouveau CEO, qui s'appelle Geronimo, vient me voir et me dit, écoute Ludovic, vous êtes plus rentable que nous sur le marché français. Par contre, nous, on est dans 28 pays. Plutôt que de se faire la guerre, on devrait peut-être faire un deal ensemble et vous racheter. Et bien entendu, je lui dis, écoute, pour moi, c'est un bon timing. Maintenant, aujourd'hui, Attractive World est rentable, on a encore un peu de croissance, on le fera pas à n'importe quel prix. Et Geronimo a été hyper fair. Très vite, il nous a envoyé, c'était fin juin, début juillet, peut-être une term sheet qui nous a convenu. On est parti en audit sur le mois de juillet et août, donc c'était quand même un été qui était assez chargé, assez stressant. Les audits se passent bien. En septembre, on négocie les principaux documents juridiques, notamment le protocole d'accord, mais aussi la garantie d'actifs passifs. Et malgré un soir du 29 septembre extrêmement compliqué où le deal a failli péter, on vend 100% d'Attractive World le 30 septembre 2016. Pourquoi tout a failli péter ? Eh ben écoute, parce que pendant les audits, les auditeurs relèvent un contrat qui était le contrat des nouvelles applications mobiles qu'on avait faites pendant les mois qui avaient précédé. Il y avait une omission dans le contrat, il n'y avait pas de clause de transfert de droit de propriété du code. Et les auditeurs nous disent attendez, vous n'avez pas la propriété du code de vos applications, etc. Donc on leur explique que c'est un oubli, mais que dans l'esprit, bien entendu, on est propriétaire et qu'on a quand même payé l'agence pour cette application. Et ils ne relancent pas trop. Bon, donc on se dit ok, ça passe, y a pas de souci. Et sauf que le 29 septembre à 19h le soir ou 20h le soir, j'ai Geronimo qui m'appelle et qui me dit écoute Ludovic, nous on est prêts, tout est nickel, etc. pour le closing le demain matin. Par contre, on a juste un petit souci, c'est que vous n'avez pas la propriété de vos applications. Donc dans la garantie d'actifs passifs, il va falloir l'exclure des conditions. Tu sais, dans une garantie d'actifs passifs, t'as un maximum que tu peux rembourser. Donc on va l'exclure de ce maximum et vous aurez une possibilité de rembourser de manière illimitée le montant du préjudice. Et là, je lui dis écoute Geronimo, on a 80 actionnaires. Et je viens de passer les 7 derniers jours à récupérer 80 pouvoirs pour pouvoir signer demain. C'est hors de question que je les appelle les 80 pour leur expliquer que la garantie d'actifs a changé. Et là, il me dit non, mais t'inquiète pas, on a vérifié avec nos avocats, la façon dont le pouvoir a été tourné, tu peux te permettre de rajouter cette clause-là, on pourra pas te le reprocher. Et je lui dis écoute, peut-être que juridiquement on pourra pas me le reprocher, mais moi j'ai construit avec eux une relation de confiance et c'est hors de question que je leur fasse signer cette clause-là. Donc si c'est une clause qui est nécessaire pour toi, il y aura pas de deal. Donc au début, il me dit écoute, si c'est comme ça, il n'y a pas de deal. Donc on s'énerve un petit peu. Quelques minutes plus tard, on se dit quelle peut être la solution ? Et on se dit finalement la seule solution, c'est d'appeler ce prestataire et de lui demander de nous envoyer un avenant avec cette clause-là, sachant qu'il fallait lui expliquer la situation parce qu'on avait besoin de cet avenant le soir même en fait. Oui.
Et donc la DG qui pour le coup vraiment a eu un comportement mais vraiment remarquable pendant toute cette opération, hein, parce qu'elle a joué le jeu à fond, et vraiment je en suis extrêmement reconnaissant pour ça. C'est elle qui avait géré donc ces applications mobiles et donc qui connaissait le prestataire qui s'appelle de A à Z. Elle l'appelle, il s'appelle Jean-François. Elle appelle Jean-François vers 20h30, 21h. Elle lui dit écoute, Attractive World va être vendu demain matin. C'est bien entendu confidentiel. Le seul élément de blocage de la vente, c'est ton contrat. Apparemment, il n'y a pas la clause de transfert de droit de propriété. On a besoin d'un avenant. Et là, Jean-François a été incroyable. Il nous dit mais écoutez, c'est effectivement un oubli, mais bien entendu que vous êtes propriétaire de vos apps. Il n'y a aucun souci. Je vais vous envoyer cet avenant-là. Je rappelle Géronimo, je lui dis bon Géronimo, t'inquiète pas, ça y est, on a eu le jeu prestataire, il va nous envoyer un avenant, tout est réglé, on peut aller se coucher tranquillement. Je rentre chez moi mais lessivé. Et là, 22h, 22h30, 23h, toujours pas d'avenant. Et donc j'envoie un message à notre DG, je lui dis mais attends, mais qu'est-ce qui se passe pour imprimer une feuille et la signer alors qu'on avait tout préparé, hein. Il a besoin de plus de 3 heures. Et là, elle me dit, écoute, Ludovic, je n'osais pas te le dire, mais en fait, il s'est rendu compte plus tard qu'il était passé par un prestat pour une partie du code, un sous-traitant donc, et donc il a besoin de le joindre parce qu'il peut pas s'engager pour lui. Et écoute, on attend, et à minuit et demi ou 1h du matin, on reçoit enfin cet avenant. Visiblement, son sous-traitant était allé boire des bières, était arrivé à minuit et demi et avait été assez réactif. Et donc, on signe la vente d'Attractive World. Le 30 septembre 2016, après pas mal de péripéties. Donc d'accord, et là du coup en plus le fait que tu aies embarqué déjà le management et que les opérationnels soient plus toi, t'es pas obligé de rester dans Attractive World. Effectivement. Donc c'est effet immédiat, toi tu sors en tant qu'actionnaire, en tant qu'opérationnel. Exactement, effet immédiat. Et là c'est un énorme soulagement. À la fois parce que là t'as l'impression d'avoir réussi un truc ou tu t'es toujours non là il y a un énorme soulagement parce que je me dis que déjà je me dis qu'on a bouclé la boucle et je pense qu'en tant qu'entrepreneur c'est hyper important de se dire qu'on a bouclé la boucle, qu'effectivement tous nos actionnaires ont gagné de l'argent, que mes potes qui avaient mis de l'argent au tout début, je crois qu'ils ont fait 15 ou 20 fois la mise. Donc on a fait le closing ensemble et j'étais hyper fier parce qu'ils se sont comportés de manière incroyable avec moi. Ils ont toujours fait preuve d'une bienveillance extraordinaire. Il n'y a jamais eu de sujet d'argent entre nous. Ils ont toujours pensé à mon bien plutôt qu'à leurs intérêts financiers. Donc c'est vraiment des potes incroyables. Et donc le fait qu'ils aient eu un succès financier dans cette aventure m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Et moi aussi, bien entendu, le fait de toucher une certaine somme d'argent, tu te dis que ça remplit un peu les besoins primaires de la pyramide de Maslow et que tu peux avoir peut-être encore plus d'ambition pour le futur projet. Donc voilà, je me suis senti libéré, j'ai pu me focaliser vraiment à 100% sur Shaper. Et là, les choses se sont pas mal accélérées, hein, puisque pour donner une idée, fin 2016 sur Shaper, on avait 500 nouveaux inscrits par jour. Fin 2017, on avait entre 2000 et 2500 inscrits par jour. Et aujourd'hui, on a plus de 3500 inscrits par jour. Voilà. Pour donner un chiffre, on a fait plus de 100 000 inscrits sur le mois de février, sachant que c'est un mois de 28 jours. Donc, il y a vraiment une accélération. Et cette accélération, elle s'est faite avec un vrai focus sur le marché américain, puisqu'on a 60% de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis et au Canada. On a entre 20 et 25% de nos utilisateurs qui sont en France et une quinzaine de pourcents en Angleterre. Donc, on est aujourd'hui vraiment présent sur le marché américain. On a une équipe d'une 30aine de personnes. Pour l'instant, Shaper fait pas de chiffre d'affaires, donc si tu veux, je pourrais te donner un peu plus d'éléments sur notre business model. On fait très peu de chiffre d'affaires, mais nos équipes sont réparties entre la France et les États-Unis. On a toute l'équipe tech, data, produit qui est en France, parce que la France c'est un paradis pour entreprendre. Hein. Oui. Y a des ingénieurs incroyables, il y a un écosystème exceptionnel, il y a quand même un soutien du gouvernement via le Crédit Impôt Recherche et la BPI qui est hors norme. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une équipe à Paris. Et par contre, tout le marketing, et notamment le branding, le community management, tous les partenariats, on les fait à New York, voilà. Et moi, je fais 4 semaines à Paris, 2 semaines à New York, pour
essayer d'impulser l'énergie, la vision qu'on a pour Shaper aux équipes en France et aux États-Unis. Et juste pour compléter, ce qui s'est passé en 2017, et c'est aussi pour ça qu'on a pu recruter une équipe avec des vrais talents et être présent de manière aussi significative aux États-Unis, on a relevé 9,5 millions de dollars avec des family office et des investisseurs privés. Et ça, on a relevé au mois de mai 2017. Donc tu es au total sur Shaper à presque 25 millions de levées. On est à 16,5. On est à 16,5. On a levé 3 millions en 3 2014. et 9,5, oui. 4 et 9,5. Voilà. D'accord. Et toujours pareil, avec vraiment cet état d'esprit d'aventure, toujours lié aux rencontres. Voilà, on a un grand nombre d'investisseurs que j'ai rencontrés via des rencontres, via des introductions. Voilà, on a la famille Bouygues qui est au capital, on a la famille Afflelou, on a Franck Ribou que j'ai rencontré dans une émission sur BFM et qui est vraiment quelqu'un d'incroyable et d'extrêmement bienveillant. On a vraiment plein d'actionnaires extraordinaires. On a les fondateurs de Blablacar, on a le fondateur d'Alloresto, le fondateur de la conciergerie John Pod qui est un pote. Bien sûr, Nicolas et Rodolphe ont investi. Georges Christostalis a investi également. Donc voilà, on essaye vraiment de créer cet esprit-là. Après, bien entendu, on n'est pas naïf. Il y a des gens qui ont mis 16 millions et demi. Moi aussi, j'ai mis pas mal d'argent dans Shaper. Donc on a envie que ça marche, on a envie que ça soit un succès financier. Mais on se dit juste que pour que ça soit un succès financier, il faut qu'on soit drivé non pas par notre ego, mais par le sens qu'on y met. Et je trouve que en tant qu'entrepreneur, d'arriver à aligner le sens, c'est-à-dire qui on est. Et moi, ce qui m'épanouit le plus dans la vie, c'est de rencontrer des gens, c'est de créer des projets collectifs, c'est d'embarquer les gens dans une aventure, etc. Ouais. Et ça, c'est l'ADN de Shaper. Shaper, ça te dit que n'importe quand, dans n'importe quel endroit, tu peux rencontrer quelqu'un avec lequel il va se passer quelque chose de magique, avec lequel tu vas trouver de l'inspiration, des idées, un projet, avec lesquels tu vas peut-être devenir ami. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Et que tu rencontrerais pas forcément naturellement. Et que tu rencontrerais pas forcément dans ton cercle. Voilà. Écoute, donc Shaper à télécharger sur tous les bons téléphones portables, Android, iOS et Android. Et super. Moi, je l'ai téléchargé. J'essaye, j'avoue, pas mal. J'aurais dû l'utiliser un peu plus à New York parce que c'est là aussi où tu fais quand tu voyages que tu fais des belles rencontres, j'imagine. J'ai rencontré des gens incroyables à New York. Ouais. Déjà, quand t'es français. Et que tu arrives à New York, c'est pas évident de rencontrer des Américains. Donc moi, j'utilise beaucoup Shaper pour rencontrer des Américains. C'est vrai que t'as toujours un naturel qui revient au galop et bien sûr, t'as tendance à rester sur le réseau français. Donc moi, je me suis fait un super pote sur Shaper qui était quelqu'un qui travaille dans la communication. On a pris un verre ensemble, il était avec sa copine et il me dit écoute, le lendemain je vais voir le match décisif de NBA avec des amis dans un bar, est-ce que tu veux venir avec nous? Et on a fini au karaoké à 3h du mat. J'ai rencontré des gens dans le domaine politique, j'ai notamment rencontré le chief of staff d'Obama à la Maison Blanche sur Shaper, j'ai rencontré des gens dans la musique, j'ai rencontré des gens dans le sport, j'ai rencontré aussi bien entendu plein d'entrepreneurs, que ce soit des jeunes entrepreneurs qui voulaient échanger ou des entrepreneurs plus confirmés. Donc tu peux vraiment rencontrer des gens incroyables sur Shaper et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait un show qui s'appelle Conversations with People Smarter Than Me. Je voulais y venir. C'est un petit peu pour expliquer l'état d'esprit derrière Shaper et ce show il a commencé avec une personne qui s'appelle Eva Haller qui est une personne que j'ai rencontrée dans l'avion. Tu vois, c'était en 2012, c'était à l'époque où j'étais encore focalisé sur Attractive World en me disant est-ce qu'on peut lancer Attractive World aux États-Unis. J'étais dans l'avion du retour et il y avait quasiment plus de place dans l'avion. Donc à l'époque j'étais avec Rodolphe et on se retrouve pas à côté et je me retrouve à côté d'une petite dame de 82 ans. Et elle était tellement dynamique, elle avait son iPad, elle avait le regard hyper vif que je commence à lui parler. Et en fait, on a commencé à parler au décollage et on a arrêté de parler à l'atterrissage. Elle m'a raconté toute sa vie. C'est une femme qui vient de Hongrie, qui a vécu des moments très difficiles, puisqu'elle était là pendant la guerre et que sa famille ne s'en est pas sortie. Elle a réussi à s'évader, notamment avec l'aide d'un nazi en Amérique du Sud. Puis elle a débarqué à New York quand elle avait 16 ans. D'accord. Elle a fait des ménages, elle était femme de ménage. Elle a commencé à faire ses études. Et il se trouve qu'après ses études, elle lance une première boîte qui devient un géant du télémarketing aux États-Unis. À 45 ans, elle vend cette boîte-là et elle se dit
je vais me consacrer ma vie à la philanthropie. Et entre 45 ans et aujourd'hui, elle a 88 ans, elle a passé plus de 40 ans à aider les gens, à aider les enfants. Et c'est énormément investi. C'est une des philanthropes les plus en vue à New York. Donc elle s'appelle ? Elle s'appelle Eva Haller. Et elle est dans ton premier épisode. Et donc elle est dans mon premier épisode. Conversation with People Smarter Than Me. Et ça, c'est sur YouTube, LinkedIn. C'est sur YouTube. On le diffuse aussi sur LinkedIn et quelques extraits sur Instagram et Facebook. Mais juste pour finir sur l'anecdote d'Eva qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, suite à cette rencontre-là, on s'est revus plusieurs fois. Et quand j'ai fait mon premier aller-retour à New York en 2014, je restais 1 mois. Et elle m'a dit, écoute, t'annules tout de suite ton Airbnb. Tu viens vivre à la maison. Et pendant 1 mois, elle m'a amené dans tous les galas de charité. Elle m'a présenté des philanthropes. Elle m'a présenté, par exemple, la famille Rockefeller. Fantastique. Elle a été un peu comme une grand-mère pour moi. Et depuis, on s'écrit toutes les semaines ou tous les 15 jours. Dès que je suis à New York, on se voit. Et elle m'a appris un mot. Et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus. Elle m'a appris le mot serendipity. Tu vois, elle m'a dit, voilà, aujourd'hui, t'es aux États-Unis. Et il y a une croyance commune aux États-Unis. C'est la serendipity. C'est le fait que quand tu te lèves le matin, à n'importe quel moment, tu peux rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie, qui va avoir un vrai impact. Et parce que les Américains ont cette culture-là, ils ont une envie de rencontre et une ouverture vers l'inconnu qui est vraiment extrêmement différente. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on essaye de propager dans le monde entier aujourd'hui avec Shaper. C'est un terme qu'on a utilisé dans le podcast avec Clément Altresco, le fondateur de Bureau à partager, qui explique en effet que c'est c'est sa croyance profonde sur le partage de bureaux qui est intéressant également. Bien entendu. Plus tu connectes les gens, que ça soit via Shaper, que ça soit via des espaces de coworking ou des événements, plus la magie peut opérer. Au-delà de ça, rapidement, toi, tu partages quand même pas mal de choses aussi sur tes réseaux sociaux. On te suit sur LinkedIn, Twitter. Tu utilises quoi principalement ? Alors, le premier média que j'utilise, c'est vraiment LinkedIn. Ouais. Voilà, donc on peut me suivre sur LinkedIn. Maintenant, voilà, je communique aussi pas mal sur Instagram maintenant. Et tu racontes des anecdotes un peu perso de temps en temps. J'ai vu une petite histoire avec ton père. Tu peux nous en reparler récemment ? Ouais, écoute, c'est je pense comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, voilà, parfois t'as des rapports un peu difficiles avec ton père, notamment quand t'es enfant de divorcé. Moi, mon père s'est toujours extrêmement bien comporté avec moi. Il m'a vu tous les 15 jours, sauf qu'il a toujours essayé de rattraper mon éducation. Donc en fait, les 2 jours que je passais avec lui étaient un peu un condensé de critiques pour rattraper les jours où j'étais pas avec lui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, qui quelqu'un de très droit, qui a des grosses valeurs, mais qui peut-être a pas un esprit entrepreneurial, puisque il a travaillé toute sa vie à la SACEM, donc il a fait vraiment 40 ans à la SACEM, il était juriste, il était secrétaire du CHSCT, qui est le comité d'hygiène, il était adhérent à la CGT, etc. Donc il avait pas forcément d'affection pour le patronat à la base, et donc quand j'ai lancé Attractive World, il comprenait pas, il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Et donc on s'est vraiment peu compris pendant très longtemps, et il y a un moment où mon père est devenu célibataire. Et c'est marrant parce qu'au lieu de s'inscrire immédiatement sur Attractive World, il a attendu, et il m'a dit qu'il a vu une pub à la télé un soir tard et que c'est ça qui lui a donné envie de s'inscrire sur Attractive World. Il s'est inscrit, il a pas mal utilisé le site, il a commencé à me faire pas mal de feedback, etc. Et donc il s'est rendu compte que c'était pas si évident déjà de lancer un site de rencontre, qu'il y avait plein de problématiques techniques, de conception, de design, etc. Et quelques mois plus tard, en fait, il rencontre une femme, et aujourd'hui, il est toujours avec elle. Ça fait, je crois, quasiment 4 ans. Et depuis, alors je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, je pense que c'est plutôt inconsciemment, notre relation a vachement changé. On a réussi à s'ouvrir beaucoup plus l'un vers l'autre. On s'entend de mieux en mieux, et donc je me dis que finalement Attractive World a peut-être contribué à me rapprocher de mon père, ce qui est quand même pas mal. En effet. Écoute, on va terminer sur juste quelques outils, quelques secrets, quelques techniques que tu peux avoir. Tu nous as dit pas mal de choses quand même. C'est quoi aujourd'hui la routine, si je puis parler comme ça, de Ludovic Huro ? En fait, déjà, il y a un bouquin, moi, qui m'a énormément marqué, qui s'appelle un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent,
qui a été écrit par Eckhart Tolle. Moi qui ai plutôt tendance à être hyper impatient, à toujours me projeter dans le futur, je pense que d'arriver à se concentrer sur le présent, à la fois ça permet d'être beaucoup plus efficace, ça permet d'apprécier beaucoup plus chaque instant. Et d'ailleurs c'est quand j'ai lu la biographie de Nadal que j'ai compris ça, puisque lui disait que ce qui était le plus dur pour lui pendant les matchs de tennis, c'était pas de courir après la balle pendant les échanges, c'était de se concentrer sur le présent entre les échanges. En partant du principe que dès que tu te projettes dans le futur, bah, c'est comme ça que tu joues beaucoup moins bien. Voilà, comme quelqu'un qui va tirer un penalty en finale de la Coupe du Monde, s'il se pose pas de questions, il va le marquer. S'il commence à se dire qu'est-ce que vont penser les milliards de gens qui sont en train de me regarder, qu'est-ce qui va se passer si je le rate, etc. Bah, c'est comme ça que tu échoues. Et donc j'essaye de méditer une dizaine de minutes tous les jours pour me concentrer sur le présent. Généralement, ça me rend Tu le fais Je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Ouais. Généralement, ça me rend à la fois plus efficace dans mon travail. Ça me permet de relativiser aussi les moments durs, hein, parce que sur Shaper aujourd'hui, bien entendu, il y a des moments aussi qui sont difficiles. Il y a encore des moments de doute, etc. Donc, le fait de méditer permet vachement de relativiser. Et donc, j'essaye de méditer une dizaine de minutes tous les matins. J'essaye de faire aussi un peu de sport. Donc, parfois, c'est dur de se motiver, mais j'essaye aussi de faire une vingtaine de minutes, alors je sais pas si on peut appeler ça du sport, voilà, ou du réveil musculaire, ouais. Avant de commencer le boulot. Et après, j'essaye vraiment de prendre un petit moment dans la journée pour me dire voilà qu'est-ce qui a été positif, et notamment c'est quelqu'un dans notre équipe aux États-Unis qui s'appelle Mandy, qui est une fille géniale et qui à 18h tous les jours quand je suis à New York me dit écoute Ludovic, maintenant tu vas t'arrêter 5 minutes et tu vas me dire ce que tu as le plus kiffé aujourd'hui. Voilà. Et c'est génial parce que c'est une fille qui est extrêmement enthousiaste et l'enthousiasme il est contagieux. Et donc si tu te programmes entre guillemets en te disant voilà concentre-toi sur le positif et tu verras tu seras plus enthousiaste et donc tu vas rendre les gens autour de toi plus enthousiastes et dégager des ondes beaucoup plus positives et donc provoquer des choses positives dans ta vie, je pense que c'est une bonne méthode, voilà. Et pour finir, on n'a pas beaucoup parlé des sujets d'organisation et de management. Et je pense qu'il y a plein de managements différents. Il y a plein de managers qui peuvent être extrêmement bons, mais la condition pour être un bon manager et pour faire du bon management, c'est qu'il faut être aligné avec soi-même. Tu vois, de la même manière que t'as je pense un bon entrepreneur quand la boîte que tu montes est alignée avec qui tu es. Je pense que t'es un bon manager quand tu es aligné avec qui tu es en termes de valeurs. Et moi, je pense avoir vraiment une vraie bienveillance. En tout cas, j'aime les gens et donc je pense que quand tu fais confiance à tes équipes, quand tu leur donnes des responsabilités, quand tu penses pour leur bien avant de penser à ton intérêt personnel, naturellement t'es capable d'embarquer ton équipe vers une vision qui est beaucoup plus forte et qui fait que dans les moments difficiles de ta boîte, t'es capable de te resserrer les coudes pour te relever et être beaucoup plus résilient. Et donc j'essaye d'être le plus bienveillant possible, on va dire, avec les gens qui m'entourent. Et en échange, ce que je vois, c'est que on a des actionnaires qui sont aussi extrêmement bienveillants et qui nous donnent la force pour nous développer avec beaucoup d'ambition. Voilà, donc c'est un chemin qui est pas facile. Il y a toujours des moments de doute, il y a des moments de galère, il y a des moments où on est de moins bonne humeur, mais j'ai l'impression que ces petites routines peuvent aider, en tout cas, dans les moments difficiles. Eh ben écoute, je pense qu'on va en effet s'arrêter là-dessus. Je te remercie 1000 fois, Ludovic, d'avoir pris le temps de passer cet instant avec nous. Ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Et puis d'avoir partagé autant, parce qu'on a vraiment beaucoup de matière. Je te dis merde pour Shaper, et puis j'espère à très bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci Mathieu. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.